Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà. Et je tiens à rappeler ici là que les gens m'ont raconté leur expérience. C'est pas facile. Encouragez-les en laissant un like, en laissant des commentaires. Je vous assure, ils lisent vos commentaires et beaucoup apprennent de vos contributions dans les commentaires. C'est vraiment important. S'il vous plaît, laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonjour DMG. Je vais vous raconter mon histoire. C'est mon histoire à moi-même que j'ai vécue. J'ai 26 ans, je suis mariée actuellement à Douala. Mais lorsque j'avais mes 18 ans, j'habitais à Nkonsamba. Pour ceux qui connaissent la ville de Nkonsamba. J'habitais dans la ville de Nkonsamba et j'avais une copine. Donc une copine, on fréquentait ensemble. C'était ma meilleure amie en fait. On fréquentait ensemble, sauf que lorsqu'elle venait chez nous, ma mère me disait toujours, cette fille-ci, tu ne dois pas marcher avec elle parce que ses idées, vous n'avez pas laissé par. Elle est plus mûre que toi. On avait presque le même âge. Ma mère disait que ce qu'elle fait, toi, tu ne connais pas encore. Bon, ma mère l'avait étudié, c'était quand même une femme, une maman. Elle avait étudié ma copine parce qu'elle savait un peu quel genre de fille elle était. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Et lorsque moi, je partais au juste sa maman, sa mère était bien gentille. Elle m'aimait aussi beaucoup. Elle me disait, ne marche plus, ma fille va te gâter, les trucs. Et à 18 ans là, moi, je ne connaissais pas encore l'homme. Donc, je ne connaissais pas encore l'homme, mais elle était déjà dans le domaine. Elle savait déjà, elle connaissait beaucoup de choses que moi, je ne connaissais pas, que j'ignorais encore. Alors, il y avait un gars de notre école qu'on fréquentait ensemble. Et il habitait plutôt dans son quartier parce que puisque moi, j'étais vers les palmiers et elle était vers le quartier 8 bis. Le gars habitait plus dans son quartier, mais le gars m'aimait. Sauf que moi, mes parents, eux, ils étaient assez pauvres, donc mes parents étaient un peu modestes. Vous voyez, ils n'étaient pas tellement. Ma mère n'avait pas assez d'argent. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais encore 2 ans et demi. Et ma maman s'est remariée. Pour mon papa, avec mon papa, elle m'a accouché moi seule, et puis il est décédé, elle s'est remariée. Et son mari n'était pas trop gentil avec moi. Bon, il ne me considérait pas trop comme sa fille. Mais moi, je faisais toujours tout pour qu'il soit fier de moi. Sauf que malgré tous mes efforts, lui, il ne voyait pas bon. Mais je le respectais quand même. Alors, elle était la dernière fille à ses parents. Son père aussi était décédé. Elle était la dernière fille à ses parents. Elle avait les grands frères, un peu de partout à Douala, à Yaoundé. Et sa grande sœur était mariée en Europe. Donc, ils avaient un peu de l'argent. Et elle était la dernière née chez eux. Et par contre, moi, j'étais la première née à ma maman. Maintenant, on était amis, on était ensemble. Moi, j'étais très belle. Elle était brune, belle. Elle aussi, elle était brune, belle. Mais moi, elle était bien sexy. Donc, c'était une fille que quand un habit sortait, directement, on l'achetait. Par contre, moi, ce n'était pas le cas. Si un habit sort, moi, je veux fêter peut-être avec mon ancien habit, ancien. Donc, c'était comme ça. Mais moi, j'ai entretenu le peu que j'avais. J'étais quand même propre. Le gars, maintenant, m'aimait franchement. Sauf que ses amis se moquaient de lui en disant, ah, la fille là, elle ne s'habille pas comme telle. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Moi aussi, il m'avait fait la cour, mais il avait demandé qu'on vive en cachette. Donc, ses amis ne doivent pas savoir qu'il soit avec moi. Bon, moi, je l'aimais aussi, mais chez nous, je ne pouvais pas dire à ma mère que j'ai un petit ami. Et je ne pouvais pas faire en sorte. Donc, je n'acceptais pas parce que je ne voulais pas. J'avais peur de la réaction de ma mère, en fait. Le gars, je ne disais pas oui, je ne disais pas non, mais j'étais là, j'admirais bien le gars et ma copine. Et à elle, moi, je lui disais tout. Puisqu'elle aussi me parlait un peu de ces choses. Moi, je lui disais aussi tout. Alors voilà, un jour maintenant, elle me dit, ma copine, moi j'avais mon argent de beignet, ma mère me donnait mon argent de beignet 500 la semaine, donc pratiquement 100 francs jour. C'était comme ça, 100 francs jour, c'était pas plus. Elle nous habituait pas trop à l'argent, en fait, elle n'avait même pas d'abord. Elle me donnait 500 la semaine, ça faisait 100 francs par jour. Elle avait assez d'argent, donc quand j'arrivais, je pas peut-être acheter mes caramels, mes petits trucs, et pas la cantine. Bon, moi ça me dérangeait parce que je n'avais pas aussi les longs yeux. Elle m'invite un jour, un dimanche, elle me dit que bon, allons en ville. Chez Monde, il y avait un monsieur qui faisait le héros en ville. Elle dit qu'allons en ville chez Monde, on mange le héros. Et le plat de héros, c'était 500. Je dis que ouais, je n'ai pas d'argent pour aller manger le héros. Elle me dit, ta maman n'a pas encore donné ton argent de beignet. Elle dit que non, elle n'a pas encore donné, ça c'est dimanche, mais c'est le soir qu'elle va rentrer et me donner.
Là, à l'heure-ci, en journée, elle ne m'a pas encore donné. Et même si elle me donne, je ne peux pas aller manger au héros avec parce que si je dépense tout, je vais faire comment en semaine? Elle me dit non, en semaine, je vais te gérer. Bon, en fait, mon problème, c'est que je veux seulement que tu trouves le transport, tu viennes me trouver en ville. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis donc parti, mon petit frère, lui, faisait ses petits jokes. Je donne à mon petit frère, prête-moi 500, je vais rentrer tout à l'heure en soirée, je vais te remettre. Il me dit que intérêt 600. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il me donne donc les 500, je m'en vais lui trouver en ville. Quand je pars, j'arrive donc en ville, on se prend. Elle me dit, elle lui dit que puisque je suis déjà en ville, j'ai payé le transport 150 pour arriver ici. Il faudrait que je m'en vais regarder un peu la friperie. Elle me dit non, c'est pas le genre d'habit là que je dois acheter. Et elle d'abord, elle ne peut pas dans la friperie, les 100 francs. Non, c'est pour ce genre là. Il dit ok, ça va alors. Allons alors. Donc elle dit non, on tourne un peu en ville, on marche un peu, tu vois la place, puisque tu n'as pas souvent l'habitude de sortir de chez vous. On marche un peu, je te montre un peu la ville. Il dit ok, on s'est un peu baladé, on a marché, on est parti voir ses amis un peu. Après on est à 16h, lui dit que mais il est à 16h. Je me demande là, le héros ne finit pas. Elle me dit non, ça ne finit pas. Et moi, j'étais une personne que j'avais souvent, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. J'étais un peu comme ça. Quand quelque chose voulait un peu arriver de mauvais, c'était comme si je voyais cette chose-là. Donc, c'est comme si je ressentais. Au point où, à l'école, quand quelque chose voulait arriver, quand je suis à mes copines, si un danger va arriver, dès que ça arrive, je dis que je savais. Donc, eux, ça faisait déjà qu'on disait que maman, je savais. Donc, toi, tu sais toujours tout. Mais sauf que quand c'était comme ça, quand ça va arriver, je ne te dis pas, je ne vois, donc je ressens, mais je ne peux pas te dire que telle chose va arriver. Quand ça arrive, que je dis que je savais. Donc c'est un peu comme ça. Elle dit, ok, allons, on prend le raccourci, on marche. On arrive à un moment, on arrive à un niveau maintenant. Pour moi, c'était comme si tout faisait l'accident. Donc, c'est comme si les motos, les voitures qui passaient auprès de moi, c'était comme s'il y avait eu accident quelque part. Je lui dis, mais quelle voiture a fait l'accident? Elle dit, aucune voiture. Il dit, quelle moto a fait l'accident? Elle dit, aucune moto. Il dit, ok. Et qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Elle dit, c'est quoi? Tu parles d'accident. Il y a quel problème? Il dit, donc j'avais la chair de peau, mon corps faisait trop un genre. Je sentais l'accident un peu de partout. Il dit, mais ça ne va pas. Il dit, comment ça? Il dit que je ne sais pas. C'était comme si la moto qui est passée tout à l'heure avait fait l'accident. Il dit, non. Voilà ça qui est en train de descendre. Il dit, ok. Il dit, s'il te plaît, on arrive là où on devait traverser au goudron. Il dit, s'il te plaît, arrête maman parce que là, tu vois, je ne suis plus trop dans moi. Et à l'instant, là, c'était comme si il y avait un esprit. Donc, c'est comme si mon esprit même n'était plus sur moi. Donc, c'est comme si quand je marchais là, il était seulement moi. Donc, mon corps, l'esprit n'était plus sur moi à l'instant là. Bon, c'est un peu comme ça que je ressentais. Donc, je ressentais mon corps un peu, déjà, j'étais un peu loin. J'étais très, très loin. J'arrive donc en bordure de route, je lui dis, s'il te plaît, arrête maman parce que là, je ne me sens pas très, très bien, ça ne va pas. Il me dit, depuis tout à l'heure bien, pourquoi tu es devenu subitement comme ça? Je dis, je ne sais pas, arrête maman. C'est comme ça alors que quand je dis, elle n'arrête pas maman, elle traverse. Elle dit, la route est libre, traversons, mais sans arrêter maman, elle traverse. Au moment où moi, je veux donc traverser. Alors, je regarde bien, je vois la route est libre. Quand je traverse, alors, quand je vais déjà finir le goudron, voilà une voiture, une moto, ça venait à vive allure. J'étais un peu en haut, ça un peu au goudron. Ça a ralenti à un moment où il m'a un peu touché, il m'a juste frôlé, mais il m'a pas connu. Parce qu'il avait tellement ralenti au point où il devait même se renverser. Et il s'est mis à m'insulter. Vampire, on t'a seulement vendu, c'est pas ici que tu vas venir mourir. Si c'est que j'étais tombé, quelque chose m'était arrivé à mon client et moi, tu devais me sentir. C'est là alors que ça fait donc comme ça. Alors il dit, je reviens. Donc l'accident fait comme ça, je reviens donc en moi. Je sens maintenant que je suis maintenant là, tout va bien. Il dit maintenant au Benskiner, désolé, m'excuse. C'est comme ça alors quand je suis placée là-bas, passé avec quelques gens qui sont venus un peu. Et elle était de l'autre côté, elle me regardait, ça m'a été dépassée. C'est comme ça alors que je m'avance vers elle. Voilà donc une Prado, une grosse voiture noire qui vient garer presque devant elle. Après, quand il gare donc, alors le chauffeur baisse donc la vitre parce que c'était une voiture tout noire de l'extérieur, on ne pouvait pas voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Le chauffeur donc baisse la vitre de la voiture. Elle maintenant, elle quitte. Elle dit, Simplice, c'est comment? Et voit crier, elle dit, Simplice, c'est comment? Moi, je m'avançais vers elle. Simplice, c'est comment? Il dit, ça va très bien. Elle dit que, mais ça fait même pas, et toi, tu es parti, tu nous as abandonné, tu as fait l'enfant, ma copine, tu es parti, tu as laissé l'enfant. Elle dit que c'est ta copine qui a dérangé. Elle dit maintenant que tu es où? Maintenant, il dit, c'est à Douala. Elle dit que, ok. Après, maintenant, il dit, tu pars où? Elle dit, tu pars où? Il dit que, non, pas, je suis à mon boss. Non, je m'en vais l'accompagner à Parthenon. Pour ceux qui connaissent la ville d'un contrat, il y a une grande boulangerie là-bas, Parthenon. C'est pour un blanc. Je m'en vais à Parthenon parce que lui, il veut boire le café noir.
Maintenant, elle a dit, le café noir, c'est quoi? Il dit, ah, vous les filles d'inconsciemment, vous êtes où comme ça? Bon, tu ne peux pas connaître que ce sont les filles de Douala, c'est ce qu'il dit. Ce sont les filles de Douala qui savent ce qu'on appelle le café noir. Elle dit que, ok. Bon, elle dit maintenant, et lui aussi demande, et vous partez où? Il dit que nous sommes en train d'aller chez moi de manger le héros. Je dis que, ok. Bon, je veux donc aller avec mon patron. Il dit, d'accord. En fait, maintenant, le monsieur, le chauffeur, même, le patron, même baisse un peu la vitre. Il dit que, salut, moi, ta copine, j'étais derrière elle. Il lance sa main, salut. Moi aussi, je suis là, maman. Il dit, bonjour, bonsoir, monsieur. Ils sont partis. Nous aussi, nous sommes allés chez Mondi. On arrive donc chez Mondi. On passe la commande. Il dit que bon, à l'heure, si mes serveuses sont allés, mes employés sont allés servir. Donc, vous allez venir vous, ici là, prendre votre nourriture. Il dit que, ok, il n'y a pas de souci. Il sert donc pour moi, je m'en vais, je récupère. Il m'avait porté, je vais du poste. Et là, il commence à manger. Il sait pour ma copine, elle part prendre. Dès qu'elle arrive, elle s'assoit, ce qu'elle dépose. Elle a porté la sauce, je ne sais pas comment elle faisait. La sauce du héros là, s'est versée tout sous son haut. Elle avait porté un haut blanc. Ça s'est versé tout sous son haut. La sauce du héros, avec tout le rouge là, ça s'est versé sous son haut. Il dit, mais c'est quoi comme ça? Directement quand ça se verse comme ça, la chair de poule me prend. Il dit que, mais tu sais, tu faisais comment? Il dit que, maman, je ne sais pas. Il dit que là, déjà, c'est un mauvais signe. Tu vois un peu, c'est comme si c'était un mauvais signe, c'est pas très bon signe. Il dit, ah, je fais donc comment alors? Je lui dis alors que patiente un peu, elle dit oui. Je lui laisse là-bas, je couche pas en ville, puisque la ville était, c'était juste en bas de la ville, la ville était juste un peu en haut. Je pars en ville, j'ai cherché un tricot dans la friperie, puisqu'elle avait d'abord refusé, c'est ça que ça donc chercher. Je suis venue, et que va la douche, t'échange. Elle est partie, elle enlève le haut blanc, il fallait se manquer, parce que lui, il avait tout pris. Elle a jeté, tout pris la devanture. Elle a jeté le haut et elle s'est changée. Elle a porté ce que moi, j'avais acheté. On finit donc de manger. Moi, j'étais que dépassée, donc j'étais tellement lourde. Elle dit qu'on rentre, elle dit que oui. C'est comme ça alors qu'elle me donne 500, quand on sortait, elle me donne 500, elle dit que prends ton transport. Elle dit ok, je vais rentrer, je vais rembourser là mon petit frère. Quand on arrive donc aux escaliers, nous sommes en train de descendre, voilà Prado noir qui vient encore garer. Le monsieur vient, il gare. Et monsieur, le chauffeur sort, c'est un peu sort, il dit ah, tu es toujours là, il dit que vous êtes toujours là, il dit que oui. Et que non, on partait déjà, on avait à manger ce qu'on partait déjà. Il dit que bon, tu as dit qu'il fait le bon héros. Il dit que oui, il fait le héros et même la nourriture aussi, il fait la nourriture. Mais nous, on vient ici seulement pour manger le héros parce que la nourriture, c'est à partir de 1000 francs et le héros, c'est le plat, c'est 500. Il dit que ok, c'est comme ça alors que, il dit que non, on va aussi aller manger. Maintenant, il dit que le boss a dit que il aimerait que ta soeur, ta copine là, l'accompagne. Donc, si elle veut, elle devient la femme du boss. Il dit la femme du boss comment? Il dit que non, pas la femme du boss qu'il t'épouse, mais la femme du boss du genre, parce que c'est un grand monsieur, il n'aime pas quand il s'assoit, que quand il veut manger, il n'y a pas une femme auprès de lui. Donc il faut seulement que tu sois seulement là assise comme ça pour rien. Il dit ok, ça veut dire encore quoi? Il dit oui, comme ça. Il dit ok. Je fais donc comment? Ma copine dit que allons. Elle dit que non, on a à manger. Moi, en fait, je suis déjà rassasiée. Elle dit que maman, tu vois le riz que manque de fait. Avec le pistache, un genre, que tu vois, ça va les gens acheter à 1000 francs. On n'a même pas encore goûté ça. Allons, on va manger ça. Elle dit qu'en tout cas, moi, je n'ai pas faim. Et puisque elle était déjà qu'elle me commandait, en fait, je peux dire qu'elle me commandait parce que quand elle me disait quelque chose, j'ai accepté. C'est vrai que je voulais, elle était, sa façon de faire, c'était pour les grandes filles, c'est pas trop bien. Mais moi, je voulais vraiment un peu faire aussi comme elle. Selon moi, je voulais aussi m'habiller comme elle et faire aussi un peu comme elle. C'est ce que moi, je voulais aussi. Donc, du coup, ce qu'elle me disait de faire, je faisais. Elle fait donc comme ça, alors on part, on s'assoit donc. Le monsieur sort un billet claquant de 10 000. Il n'avait même pas encore vu le genre de billet claquant à 10 000 parce que mon niveau, 10 000, c'était trop beaucoup pour moi. Il donne, il dit que va au comptoir, il dit que prends le commande et tout le monde, tu peux au comptoir, tu passes la commande. Il dit ok. Ma copine a dit que je veux manger le riz qui est dédisable au pistache. Il dit ok. Maintenant, lui, il demande s'il y a le njapche. Il avait dit le njapche. On dit que oui, il y a le njapche. Son collègue aussi dit que non, il veut manger le héros. Son chauffeur dit qu'il veut manger le héros. Il dit ok, je m'en vais à la commande. Il dit que toi, tu ne passes pas ta commande. Il dit que je vais passer ma commande. Je connais ce qu'il veut manger. Je vais passer la commande là-bas au comptoir. Je pars maintenant, je donne les 10 000, je passe la commande. On vient donc alors, on sait. Il me demande pourquoi tu ne manges pas. Il dit que non, moi je suis déjà rassasiée. Si je prends là, c'est pour gaspiller seulement l'argent. Moi je n'ai pas où je vais mettre parce que je suis déjà franchement rassasiée. Il dit même si tu gaspilles là, c'est pas ton argent. C'est pas ton argent. C'est mieux de prendre au moins parce que moi, le boss, je ne peux pas être en train de manger. Et toi, tu es auprès de moi, tu ne manges pas. C'est pas bien. On va appeler ça quoi? On va appeler ça quoi? Après, on a dit que on va aller aussi la bière là-bas. Il demande qu'on donne la bière. Moi, je dis que non, moi, je ne consomme pas d'alcool. Il dit à ton âge, il dit que oui. Tu as quel âge? Il dit 18 ans. Il dit à ton âge, tu ne consommes pas l'alcool. Il dit non, pas encore. Il dit tu prends quoi? Il dit le jus.
Il dit que je bois. Il dit que tu bois quoi? Il dit que je bois seulement le jus. Je ne bois pas encore. Je ne bois pas encore la bière. Elle, ma copine, elle a pris la Bosté. La Bosté, oui. On a pris les commandes. Moi, donc, alors, j'ai pris le jus. Quand il mangeait, j'ai pas mangé, j'ai juste bu le jus. Maintenant, on vient, on rembourse. On rembourse le reste d'argent, je prends, je lui donne. Il dit, mais ça, c'est quel genre de fille? Elle doit, lorsque tu sois avec une fille, quand on rembourse comme ça, elle prend, elle met dans ses poches, elle ne rembourse pas. Franchement, vous êtes ici, vous faites comme les filles du village ici, franchement, il faisait un peu le genre, il était dessus. Bon, moi, c'était même pas mon problème là-bas. Ma copine, donc, directement, elle prend l'argent. Comme j'étais en train de lui tendre, il n'a pas pris. Ma copine, directement, elle a pris, elle l'a mis dans son sac. Je dis, ok, bon, moi, ça me disait même rien. Après, maintenant, il sort, il m'avait uriné. Il y avait des tas à l'intérieur, mais je suis plutôt allé à l'extérieur. Je me couvre là-bas, j'urine. Quand j'ai fini d'uriner, alors, je lève mon pantalon, je me tourne, je vais partir. Je vois le monsieur placé derrière moi. Donc, j'ai pris peur. Donc, la façon dont le monsieur tournait, je l'ai vu. C'était comme si c'était pas d'abord lui que je vois, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre que j'avais vu. Après, maintenant, j'ai tremblé maintenant. Il me dit, bon, et c'était un peu dans un petit couloir. Il m'avait un peu coincé là-bas. Il me dit que j'ai une proposition à te faire. Il dit, oui, laquelle, monsieur? Il dit, je sors de Douala là, je suis logé à l'hôtel Bongo. Pour les gens qui connaissent Konsamba au quartier 8, à l'hôtel Bongo. Je suis là-bas et j'ai besoin que tu me fasses quelque chose. Tu acceptes, je vais te donner beaucoup d'argent. Il dit, il s'agit de quoi? Il me dit, j'ai une petite fête là-bas. J'aimerais que tu viennes avec tes copines, même si vous êtes 2, vous êtes 3, même si vous êtes 4, il n'y a pas de souci. Puis ta copine qui est à l'intérieur, vous venez, on va danser, on va faire les choses et puis je vais vous donner à chacune de 200 000. Il dit que les choses qu'on a fait, c'est quoi? Il dit non, on va juste danser, on va juste faire la fête, j'ai beaucoup d'argent, on va vous donner de 200 000. Directement, je me suis rappelé d'une histoire qui s'était passée le même mois. On disait il y avait une fille qui était partie, toujours en Konsamba. Elle a accouché avec un monsieur dans la voiture. Et après, les ascos, le monsieur lui proposait beaucoup d'argent. Et après, les ascos sortaient dans son vagin. Donc, directement, je me suis rappelé un peu à l'histoire là parce que ça avait chauffé, ça avait bougé. Puisque Konsamba, c'est une petite ville, quand il y a un petit truc, tout le monde est au courant. Ça avait un peu bougé. Ça m'a fait peur. Bon, puisqu'il fallait à tout prix que je me libère de là où j'étais, j'ai dit que oui, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Je vais faire part de ça à ma copine tout à l'heure. Elle dit oui. Quand je suis donc sortie, lui, il a entré, il m'a laissé. Il est un peu traîné. Quand il est entré, je suis partie. J'ai même pu dire au revoir à ma copine, puisque ma mère m'a donné mon arrêt de transport. Je suis seulement partie. Je suis pas traversée comme si je partais un peu devant. Après, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée à la maison. Quand je rentre, j'avais un petit téléphone Nokia, je crois bien. Je rentre donc parce qu'elle était l'aînée chez nous. Ma mère m'appelait souvent sur ça. Il rentre, elle m'appelle. Elle me dit pourquoi tu rentres sans me faire signe. Je dis car le monsieur m'a fait une proposition vraiment, m'a pas trop plu et j'avais peur. C'est pour cela que je suis partie. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit que c'est vrai. Elle dit oui. Elle dit que toi tu as souvent les trucs. Je reste maintenant jusqu'à 20h. Mes parents étaient rentrés. On avait déjà appris, parce que quand je suis rentrée comme ça, j'ai étudié, puis ça allait me coucher. Mes parents sont rentrés, on avait appris. Tout le monde était à coucher. À 20h, on dormait déjà. Mon téléphone sonnait, était dépassé. Je dis, mais ça m'appelle la nuit. Elle n'a pas souvent l'habitude de m'appeler. Il fallait maintenant que je décroche. Et si j'ai parlé, puisque notre maison était une maison en plan, si j'ai parlé à l'intérieur, dans la chambre, ma mère devait comprendre dans sa chambre. Alors, je parlais avec seulement 2 personnes au salon. Alors, j'ai fait comme si c'était uriner. J'arrivais dehors. J'ai bip, elle me rappelle, elle dit, il y a quoi? Elle me dit, tu vois ton ami qui t'aime beaucoup, le gars qu'on fréquente avec l'hôtel, il dit oui. Elle dit, maman, il a organisé une petite fête ici dans mon quartier, maman. Il a dit qu'il faut que tu sois là. Mais quand je pense, il dit que ouais. Il dit que mais il s'est fait à 20h, je ne peux pas sortir à 7h, tu sais que moi je ne sors pas la nuit. Elle dit non, parce que il faut venir. Il dit, oui, je ne peux pas. Elle dit que si tu viens, tu payes. Elle dit que si tu viens, non. Tu vois ma robe que j'ai demandé, elle a dit, je te donne ça. Elle doit faire les trucs, elle fait les trucs. Il dit, oui, il veut donc faire comment pour sortir. On va connaître chez nous. Il veut dire quoi à ma mère? Elle dit, fais tout pour ton possible, tu viens, tu vas pas regretter. Il dit, pourquoi lui, il m'appelle pas? Elle dit, non, il a demandé que je t'appelle, puisque comme il te drague, tu n'acceptes pas. Il dit, ok, je vais faire mon possible. Je rentre dans la, je cause à mon petit frère. Il dit que je vais rentrer, Elle dit que prends la moto. Prends une moto, je vais payer. Elle dit ok. Elle dit, prends une moto de chevaux pour ici, je vais payer. Elle dit ok. Elle dit que prends une moto d'un dépôt. Elle dit d'accord, j'ai suivi. Donc c'est toi qui vas payer la moto. Elle dit oui, c'est moi qui dois payer la moto. Que quand c'est même sur c'est combien que quand ça le prix, je vais payer. Elle dit d'accord.
Je pars donc, je cause à mon petit frère, l'esprit dit que mon problème c'est l'argent, non? Je veux seulement l'argent. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il va rentrer, il va te donner ce que tu veux, je vais te garder ma rentrant. Elle dit que ne dis pas seulement parce que maman se lève, elle vient ici. Si elle vient te voir pas, c'est ton problème. Il dit, ok. En partant donc, alors, puisqu'il dort beaucoup, j'ai donc attaché la corde sur son pied. J'ai attaché sur son pied. Je suis sortie par la porte doucement, doucement. J'ai demandé, il est venu fermer. Il est venu, il a fermé la porte avec la corde que j'avais attachée sur son pied. Quand il est revenu se coucher dans le lit, il a soulevé la corde qui est de son pied. Il m'a envoyé par la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre et il m'a envoyé par la fenêtre. Il y avait un clou. J'ai enroulé la corde. C'était une longue corde. J'ai enroulé sur le clou. Déjà, quand je rentre, je pousse la fenêtre, je prends et tire la corde, je soulève son pied, il se réveille. Parce que si je rentrais, je l'appelais, mes parents devaient comprendre. C'est comme ça alors que je suis partie. Je pars maintenant, je prends la moto dépôt. J'arrive donc en ville. Elle me dit qu'il y a la fête, il y a l'Osnar. Elle dit l'Osnar. Moi, je rentre pas d'habitude comme ça. Je dis non, on va pas te déranger. Je n'étais même pas trop habillée parce que je n'avais pas pour m'habiller mes habits de sortie de la chambre de ma mère. Et si pour m'habiller sexy, un peu propre, un habit un peu bien là, il fallait que je parte de la chambre de ma mère. Alors, j'ai donc porté un simple habit. Je suis partie. J'arrive, elle dit que donc tu n'as pas trouvé mieux que ça. Elle dit non, elle dit allons chez nous, je me change. Elle dit que non, je ne peux pas aller chez vous. Laisse-moi encore comme je suis ici. Ça me dérange pas. Moi, je n'ai pas honte. Elle dit que toi, tu n'as même pas honte. Elle dit non, pas du tout. C'est comme ça, on part à la fête. J'arrive, je ne vois pas le gars. Je dis, le gars est où? Elle dit que le gars t'a attendu fatigué, il est parti. Elle dit, ça veut dire qu'il me faut aussi rentrer. Elle me dit non, faisons la fête. Je vois plutôt le chauffeur du monsieur avec qui on était en journée. Le monsieur avec la Prado noire. Je vois plutôt son chauffeur. Il était là, c'était lui qui mettait le vin. Elle buvait. Il y avait les filles, elle n'était pas seule. Elle buvait. Justement, je me suis souvenu de ce que le monsieur m'a dit. Elle dit, il vient maintenant, elle dit que j'espère que ce n'est pas le monsieur. Elle dit que non, ce n'est pas le. Est-ce que tu le vois? Elle dit non. Elle dit ok. C'est comme ça alors que moi je prends encore le jus. On dit que donc toi tu ne bois pas la baie. Elle dit non, je ne bois pas la baie. Elle a tout fait. Elle dit goûte la bostée, ça c'est sucré, ça ne va pas te déranger. C'est là alors je prends la bostée un peu, je goûte. Je vois vraiment c'est sucré, ça passe un peu. Je bois, mais je n'ai pas fini une bostée. Je bois et après maintenant je pars renvoyer parce que ça me tournait un peu. Je m'en vais, je renvoie. Après, je lui dis, j'ai sommeil, je vais dormir. Il dit après presque 23 heures. Je dis, je vais dormir, il faut que je rentre. Elle dit non. Après, elle dit que bon, comme il te disait que ton ami était rentré, il n'était pas rentré. Il est juste quelque part en haut là-bas, il t'attend. Il dit là-bas en haut, il y a quoi? Il dit, il y a les chambres là-bas en haut, il t'attend là-bas, puisque c'est fait, c'est là-bas que nous nous allons dormir. Il y a certaines filles, donc, apparemment, quand elle était là-bas, elle a proposé à certaines filles. Elles n'ont pas accepté, elles n'ont pas refusé, mais lorsqu'elles ont fini de faire la fête, elles sont parties discrètement sans dire au revoir. Alors, on se retrouve seulement tous les deux. Elle dit qu'on peut t'accompagner. Je dis, ok, c'est comme ça qu'on part. On est entré dans la chambre. Le chauffeur, lui, il est resté dehors. Nous deux, nous sommes entrés. Je vois le monsieur assis au lit, le costaud monsieur assis au lit, parce qu'il était costaud et grand de taille. Je vois, il est assis au lit. Mon cœur bat. Je commence à méditer dans mon cœur parce que nous sommes issus d'une famille chrétienne. Je commence à méditer dans mon cœur. Je médite. Le monsieur dit, ah, ma chérie, tout à l'heure, tu es partie sans dire au revoir. Et est-ce qu'on fait des trucs comme ça? Je t'ai proposé une somme d'argent. Elle dit que oui, la fille, c'est tout comme ça. Ma copine, elle dit que la fille, c'est tout comme ça. C'est comme ça que le monsieur dit que, ok, vous allez venir. Chacun va se coucher là. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vais partir. Ma copine s'est déshabillée. Il me dit, maintenant, il parle avec ton autorité. Allez, déshabille-toi. Là, maintenant, je voyais maintenant, je n'avais pas donc, je n'avais pas de défense. Là où j'étais obligée. C'est là alors que je me déshabille. J'avais même honte parce qu'il ne m'était jamais déshabillé devant un homme. J'avais honte, j'étais en train de cacher mon corps, j'ai caché mes seins, j'ai caché ça, les seins avec la main. J'avais honte. Il me dit, alors, mais donc je parle, me dit, tu es encore vieille. Je dis que si, je suis encore vieille, je n'ai pas encore dormi avec un homme, je suis encore vieille. Ma copine dit que c'est tout comme ça, c'est tout ce qu'elle nous dit qu'on se mal quoi. En tout cas, c'est son problème là-bas. Donc, tellement, elle n'avait pas de problème, elle n'avait pas peur. Quand le monsieur fait maintenant comme ça, je dis maintenant que je pousse la porte, maintenant que je pars maintenant vers la porte, je vais sortir. Je me rends compte que la porte que j'ai vue quand je venais pour sortir est devenue, la maison, l'intérieur est devenu tout rond. Je ne voyais plus de porte, tout rond. Et le mur était cimenté partout, donc il n'y avait plus de porte, ni de fenêtres. C'était là comme ça. Je vois, je dis que mais je rêve ou quoi? Je vois, c'est la réalité. Je vois, c'est tout rond, il n'y a pas de porte. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis fini. Après un moment, monsieur me dit que elle était mon complice, que c'est ma copine qui voulait me faire du mal. Mais par contre, elle aussi, elle ne savait pas vraiment ce qui s'est passé. Je dis, ouais, Seigneur. J'ai fait donc comme ça alors. Je médite tout dans mon cœur. Il dit à ma copine que non, je vais commencer pas ta copine, qui va commencer par moi en fait. C'est comme ça alors qu'il me pousse sous le lit, il me jette sous le lit, il veut donc venir vers moi. Quand il s'approche,
Après, on voit seulement comment, moi-même, étant couché en suppliant, s'il te plaît, je vois comment il est projeté au mur. Donc, c'est comme si quelqu'un l'avait projeté au mur, mais cette personne, ce n'était pas moi. C'est comme si on l'avait projeté au mur. Il reste là, il dit, ah, il crie un peu. Après, il revient encore. Quand il arrive à côté de moi, il dit, mais c'est une sorcière, il commence à crier, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Ma copine dit, sorcière comment? Il dit, ce n'est pas elle, c'est un homme que je suis en train de voir sur elle. C'est un homme que je vois, ce n'est pas une femme, c'est un homme. La fille, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Il dit, ah, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Il dit, non, c'est un homme. Il revient, il crie encore, c'est un homme, c'est un homme, ne me touche pas, ne me touche pas. Il commence à faire ça. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Il dit à l'homme là, ne pas le toucher. Mais par contre, moi, je savais que c'était moi. Il dit, ne me touche pas. Allez, habillez-vous vite, vous sortez. C'est comme ça alors que on s'habille vite. Il dit que sortez. Nous sommes dans la porte. Maintenant, je m'avance, j'arrive, je vois la porte là, comme dans le mur tout rond. C'est la porte maintenant là. Justement, et comme il criait maintenant, son chauffeur était en train d'ouvrir de l'extérieur. Quand il a ouvert là, il laisse-les partir, nous sommes donc sortis, nous sommes partis. Moi, j'ai adressé la parole à ma copine et puis je suis rentrée à la maison. Malheureusement, mes parents n'étaient pas encore réveillés. J'ai ouvert la fenêtre, je suis partie plutôt par la fenêtre, je suis entrée. Je suis entrée, je n'ai même pas voulu réveiller mon petit frère, je suis entrée, puis j'ai escaladé par la fenêtre, je suis entrée à la maison. Bon, c'était un peu jusqu'au de nos jours, elle et moi, on ne se parlait plus. En fait, j'avais raconté mon histoire presque à tout le monde, mais je n'avais pas raconté ça parce que j'avais peur de sa réaction, du comportement que j'avais fait. Aujourd'hui, je suis une femme, je suis déjà mariée, j'ai un enfant. Bon, c'était un peu ma petite histoire là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Bonsoir la famille DMG TV. Bonsoir tout le monde. Merci pour la sensibilisation. Merci pour ton programme. Je viens de suivre la fille d'un revenant. Cette histoire peut être bien vraie parce que j'ai vécu l'autre au Cameroun à Kumba. Un jeune garçon qui était mort à Kumba, à la plage de Kumba, bon, au lac de Kumba. Le gars était mort là, c'était le camarade de classe de mon oncle. Mon oncle était parmi, ils étaient allés au lac se nager. Arrivé là-bas, le gars n'est plus sorti. Puisqu'ils avaient l'habitude de partir, mais ce jour-là, le gars n'est pas rentré. On a appelé les parents, ils sont venus là-bas, ils ont fait le deuil, tout. On a fait les sacrifices qu'il fallait. 2 jours après, le corps est monté sur l'eau. Ils voulaient ramener, puisque la tradition dit que quand quelqu'un meurt dans cette eau, on l'enterre à côté de l'eau. Mais les parents ont supplié les chefs du village et ils ont payé les sacrifices qu'il fallait. On les a remis le corps, ils ont enterré à la maison, puisque c'était leur fils unique. Bien après ça, ce gars est allé sortir au Gabon. Il a épousé une femme où ils ont fait 2 enfants. En venant au Cameroun, le premier avait 15 ans, la deuxième fille avait 12 ans. Puisqu'ils sont mariés, ils sont connus, ils ont fait un peu de temps avant de commencer à faire des enfants. Bon, la dame explique que depuis qu'elle s'est mariée, son mari, elle ne fait que mettre la pression. Allons au Cameroun. Puisque le monsieur est bien à l'aise au Gabon. C'est un ingénieur. Excusez-moi. C'est un grand ingénieur, il a de l'argent. Tu as les moyens, on peut aller au Cameroun. Le monsieur ne fait que dire, il faut patienter, on va aller jusqu'à un matin. Le monsieur arrive, ok, on doit aller au Cameroun tel jour. Les passeports des enfants sont prêts. Ton passeport là, le billet d'avion c'est tel jour. Fais les choses, on va aller au Cameroun pour 2 mois. C'était les vacances. La femme a fait les valises, ils ont pris le vol, ils sont atterris à Douala. De Douala, ils ont pris une voiture course pour Kumba. Lorsqu'ils sont arrivés à Kumba, à l'entrée de Kumba Boyarot, il y a l'eau de Kumba Wata, tout juste avant d'arriver en pleine ville. Le gars s'est arrêté, il a demandé au chauffeur de s'arrêter. Il y avait les gens les gens dans cette eau-là qui lavent les chaussures, d'autres lavent, les gens qui vendent la friperie là. C'est là-bas qu'ils viennent laver les chaussures, d'autres lavent les motos, d'autres lavent les habits. Il y avait les gens pleins dans l'eau. Le monsieur a seulement dit, désolé, dépose-moi là. J'ai vu certains camarades de classe que ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Je vais les saluer. Je vais prendre une moto avant de revenir à la maison. Avance à la maison avec ma femme et les enfants.
laisse dans telle maison comme ça, puisque son papa était aussi un monsieur bien reconnu à Kumba. Ou la maison, même le chauffeur, même quand il a expliqué, le chauffeur dit que je connais ton papa, il fait dans le café, dans le cacao. Donc, quand il est arrivé, il a klaxonné, on ouvert le portail. Lorsqu'il ouvre le portail, ils descendent les valises, tout. Le père dit que, mais vous venez d'où? Je ne comprends pas. C'est de la part de qui? Je ne connais personne parmi vous. La dame dit que non, moi je suis la femme de ton fils qui est au Gabon. Et voici ses 2 enfants. Monsieur dit qu'il ne reconnaît pas un fils qu'il a au Gabon. Il dit, mais voici tes enfants. Voilà même la ressemblance, puisqu'il y avait la maman. Parce que la ressemblance avec les enfants ressemblaient beaucoup à leur papa. Et leur papa avait ressemblé à leur maman, à sa maman. Que voilà, les enfants ils ressemblent même à ta femme. Le monsieur dit que oui, je vois la ressemblance, mais je n'ai pas un fils, je n'ai même pas d'enfant. Le seul enfant que j'ai eu, je l'ai enterré, ça fait 25 ans. Et sa tombe, c'est là, derrière. La femme dit que non, mon mari est bel et bien vivant. Je ne sais pas, bon, il arrive. Entre-temps, le papa appelle les gens du quartier, il appelle le prêtre de son église, il appelle un peu quelques membres de la famille. Il faut aussi venir comprendre l'histoire que moi je comprends. Quand ils arrivent, la femme ne fait que voir les gens entrer, on fait qu'elle a regardé, Qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites seulement une réunion, vous avez même peur de me saluer, vous avez même peur de saluer les enfants vous n'avez jamais vu et honte que c'est vos enfants, vous avez peur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que le prêtre prend la parole, il dit que parce que le papa, s'il y avait un seul enfant, et cet enfant est mort, ça fait 25 ans. Elle dit que bel et bien, j'ai connu mon mari, ça fait 25 ans à Libreville. Mais moi, je ne comprends pas. Le papa dit donc que mon fils est mort dans la mer, dans le lac à Kumba. C'est parce qu'il s'est fait tard. Demain, je vais t'amener te montrer où mon fils est mort. Et moi et ma femme, on n'a fait qu'un seul enfant, qui était un garçon, il est mort. La femme dit que moi, j'ai la photo de mon mari. Maintenant, le papa dit que chercher la photo de leur... il y avait les photos. Bon, la maison était saturée puisque le papa dit qu'il venait de perdre sa maman, dont la maison était saturée. On venait de faire un enterrement. On cherchait les photos de ce jeune garçon. Il y avait les photos agrandies à la maison. On avait gardé lors de l'enterrement de la grand-mère. La petite maintenant dit non maman, j'ai une photo de famille, papa et moi, nous quatre on est là. Le papa, la mère dit sors cette photo, elle sort dans la vallée, c'est mon. Le monsieur regarde que c'est bel et bien mon fils ici, mais comment tu me dis que mon fils est sorti au Gabon? Mon fils est mort. Puisque je faisais un peu yata, on amène la femme derrière, on la montre la tombe, voici la tombe du gars. La nez écrit qu'il est né et la nez qu'il est mort. La femme commence à pleurer, donc j'ai épousé quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie de lui calmer. On a fait des prières, tout. Jusque-là, le gars n'est pas toujours venu. Le lendemain, le monsieur et la dame et les enfants et sa femme sont partis à l'hôpital. Ils ont fait un test de sang, un test d'ADN. Après, je crois, 2 semaines, c'était une semaine, le résultat est sorti que c'est bel et bien leur enfant. Le monsieur était dépassé. C'était mauvais quand le monsieur est allé traditionnellement. C'est donc là on lui parlait dans la tradition que chez les voyants, on lui dit que non, c'est ton fils. Quand ton fils est mort, ta femme et toi, vous avez trop pleuré. Et il avait tellement mal quand il était mort, parce qu'il n'était pas mort la mort naturelle. Et quand il est arrivé où il était, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. On le chassait. Les gens qui l'ont acheté l'ont chassé parce qu'il était têtu. Et il s'est retrouvé au Gabon. Donc, il a donc continué son travail qu'il faisait à l'école, puisqu'il faisait l'ingénierie à l'école. Vraiment, cette histoire. Et cette femme est toujours à Kumba. Jusqu'à de nos jours, puisqu'elle n'est plus jamais rentrée au Gabon avec les enfants. Elle est rentrée récupérer ses choses, puisque son beau-père a les moyens. Elle-même là-bas au Gabon, elle avait les moyens, mais tellement comme la belle famille avait vu que c'était leur enfant, ils l'ont tellement supplié. Elle a donc accepté de vivre au Cameroun. Son beau-papa l'a construit une belle maison, un immeuble, il restait avec les enfants.
puisque c'est ce que leur fils a décidé de leur envoyer un des petits-fils étant revenant, il va toujours prendre. Et ces enfants sont bel et bien au Cameroun, vivant, je crois, ils travaillent même déjà. Puisque moi, je ne suis plus au Cameroun, ils travaillent déjà. La dernière fois que je suis arrivée au Cameroun, ça fait 3 ans, j'ai vu leur maman, mais les enfants, je ne les ai pas vus. Mais elle était bonne mine. Donc, les enfants des revenants, les revenants, c'est une histoire réelle. J'ai beaucoup d'autres histoires à vous raconter, mais je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler et le français aussi, puisque je vis déjà dans un pays anglophone. Le français aussi, ça m'échappe, je fais beaucoup des efforts. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit souci, c'est pas une histoire intime en fait, c'est un problème personnel que j'ai. Bon, je ne parviens pas à trouver une solution à cela et j'aimerais vous raconter ce qui m'arrive si vos abonnés peuvent m'aider en fait. Parce que c'est un problème, ça me dérange vraiment et j'aimerais avoir une solution à cela. Bon, en fait, je suis camerounaise, j'ai 23 ans, ma fille, elle a 1 an et demi. Bon, depuis que je l'ai mise au monde, j'ai ce petit problème intime qui me dérange vraiment parce que à cause de cela, je pars dans ma homme et ça me met vraiment mal à l'aise. Je suis en relation avec un jeune âgé de 26 ans et on s'entend très bien, mais le seul souci est que je ne parviens pas à être satisfait au lit. Donc, et ça me met beaucoup mal à l'aise parce que j'ai eu à aller dehors, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et notre relation, elle est vraiment sérieuse déjà que si possible, d'ici quelques mois, on va faire les démarches pour le toquer porte et tout le reste. Mon problème est que depuis que j'ai accouché, je ne ressens plus un plaisir intense comme je peux dire. Bon, je suis du genre que déjà quand je me mets en relation, au début c'est bien sucré. Genre, lors des rapports, je suis bien satisfait, mais 2 mois après, je commence à m'enlacer de la personne. Je ne ressens plus rien au lit. Donc, déjà, c'est comme le bois au lit. Quand la personne commence les rapports, je ne ressens plus rien. Ça peut arriver avec 3 personnes. Bon, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je sais vraiment pas où c'est parce que j'ai accouché que je ne ressens plus aucun plaisir sexuel. Bon, je sais pas trop. C'est ça mon problème en fait. Et bientôt, je vais aller vivre avec mon homme et je ne veux pas qu'il m'arrive souvent d'aller voir dehors quand il n'est pas là. Je sais pas si vous pouvez m'aider à trouver une solution, si vous pouvez m'aider. Déjà, s'il y a une solution qui peut m'aider parce que vraiment ça me dépasse et ça me met vraiment très mal à l'aise. Pour ceux qui vont demander où est le père de l'enfant, bon, lui il est de son côté et moi je suis de mon côté. On gère juste l'enfant. Moi, c'était ça mon problème, je sais pas. Je vous prie de m'aider s'il vous plaît. Si vous avez la possibilité, vous m'aider parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté DMG TV. J'apprécie vraiment ce que vous faites et je vous suis depuis longtemps à travers votre compte de TikTok et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter l'histoire de mon beau-frère, de mon feu beau-frère en fait, puisqu'il est décédé. À l'époque, ma grande soeur était encore élève. Il a rencontré son gars et on va dire Patrick. Patrick et on va dire ma grande soeur Karine. Donc Karine a rencontré Patrick au village, à l'ouest du Cameroun plus précisément. Ils étaient copains-copines. Ils ont décidé de faire du copain-copine. Dans leur copain-copine, ma grande soeur est tombée enceinte. Quand ma grande soeur tombe enceinte, le Patrick
obtient le bac. Quand il obtient le bac, il décide d'aller continuer ses études à Yaoundé. Et également de se battre pour essayer de s'occuper de son enfant et tout le reste. Une fois là-bas, puisqu'il était parti à Yaoundé chez son oncle, une fois arrivé chez son oncle, il aidait son oncle dans certaines tâches, dans certaines courses en fait. Quand son oncle avait besoin de quelque chose, il l'envoyait, etc. Et en récompense, son oncle l'aidait également dans ses études, dans le logement et tout le reste. Un jour maintenant, quand ma grande soeur a accouché, Patrick était tellement dans les difficultés financières, il avait tellement de problèmes financiers. Il fallait s'occuper de l'enfant, il fallait gérer son école, il fallait se nourrir, lui et l'enfant. Il fallait qu'il se nourrisse, lui et l'enfant. Donc c'était tellement compliqué. Et son oncle chez qui il vivait a proposé à Patrick, il a dit à Patrick que bon, là où tu es là, je t'ai beaucoup aidé. Je t'ai beaucoup aidé et je ne peux plus t'aider. Il faut que toi-même tu essaies de voler de tes propres ailes. Patrick demande à son oncle, mais oncle, je suis encore étudiant. Je suis encore étudiant, je n'ai pas encore d'argent, je n'ai pas encore de travail. Je n'ai même pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Son oncle lui a dit non. Actuellement, si moi je ne peux plus t'aider, je ne peux pas t'aider. Sauf si tu décides d'entrer dans ma réunion. Mais étonné, Patrick demande à son oncle, mais oncle, je ne travaille pas. Je n'ai pas un revenu fixe pour entrer dans une réunion. Et comment est-ce que tu peux me proposer s'il y a des choses, toi connaissant ma situation, comment est-ce que tu peux me proposer s'il y a des choses? Son oncle lui dit que en fait, il faut laisser côté cotisation. Entre jeter dans la cotisation, je vais cotiser pour toi. Et à la fin, tu vas bouffer cela, tu vas monter ton affaire en fait. Ou bien tu vas bouffer cela, tu vas aider ta femme, ta copine et ton enfant en fait. Vous-même, vous connaissez les jeunes et tout le reste. Il a décidé d'entrer, il a dit, ok, puisque c'est toi qui cotises, puisque moi, je n'ai pas de problème avec ça, puisque c'est toi qui cotises, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas entrer, en fait? Donc, ceci dit donc maintenant, chaque dimanche, l'oncle l'envoyait à la réunion avec l'argent de cotisation. Avec pour lui, l'oncle et pour Patrick. Il a envoyé à la réunion, donné l'argent de cotisation. Et l'oncle, lui, ne partait plus à la réunion. À chaque fois que Patrick arrivait à la réunion, on le faisait asseoir. Il avait une chaise spécifique pour lui. Il s'asseyait toujours sur cette chaise-là. Quand il entrait, il s'asseyait sur cette chaise-là. Quand il donnait l'argent, on le demandait toujours de patienter, que la réunion finisse avant qu'il rentre. Malgré qu'il disait toujours que je suis juste venu donner l'argent, c'est pas pour que ce soit personne. On exigeait qu'il doit siéger la réunion. Puisque son oncle n'est pas là, il doit siéger la réunion. Donc, c'était devenu une habitude pour lui et lui considérait déjà ça comme sa réunion en fait. Et c'était arrivé au point où, quand l'oncle oubliait le dimanche, c'est Patrick qui rappelait à l'oncle, mais oncle, l'an de cotisation, l'an de réunion et tout le reste. Un jour maintenant, quand il est arrivé à la réunion, les membres de la réunion ont demandé qu'il aille écrire son nom dans le cahier de réunion. Il a écrit son nom dans le cahier, sinon il ne bouffe pas à la cotisation. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Quand il va pour écrire, on le tend le bic rouge. Quand on le tend le bic rouge, il dit que mais il n'y a pas de bic bleu. On dit non, on a cherché le bic bleu, on n'a pas trouvé le bic bleu. On fait avec ce qu'il y a sur la table. Écris ton nom juste avec ça. Lui, il n'a pas pris ça au sérieux. Il a négligé en fait la chose. Et il a écrit son nom dans le cahier. Quand il écrit son nom dans le cahier, le même soir qu'il rentre, il commence à avoir les maux de tête, de violents maux de tête. Quand il a de violents maux de tête, il dit à son oncle, bon, oncle, j'ai mal, j'ai sauvagement mal à la tête. Tout ce que son oncle trouve à dire, c'est que couche-toi, tu dors, ça va passer. Le lendemain, le mal de tête, ça n'allait toujours pas.
Ça n'allait vraiment pas. Il s'est couché, même allé à l'école ce jour-là, il n'est pas allé à l'école ce jour. Il s'est couché, il a toute la journée. Bref, il a géré ainsi pendant au moins une semaine. Le dimanche qui suivait, maintenant, son oncle lui a encore donné l'argent de cotisation, que voilà, l'argent de cotisation, va à la réunion, tu donnes l'argent de cotisation. Malgré qu'il ne se sentait pas bien, il est quand même parti. Il est parti, arrivé là-bas, la chaise sur laquelle il s'asseyait, on lui a demandé de ne pas s'asseoir là-bas. Donc du coup, il s'est levé, il est parti s'asseoir sur une autre chaise. Bref, sur la chaise des responsables, où il y avait certains responsables qui étaient assis là-bas. Quand il s'est assis là-bas, il a senti un truc, donc comme si, un truc qui vibrait en lui. Quand il a senti ça, il a dit, mais c'est comme si quelque chose vibrait ici. Bon, bref, il s'est exclamé, mais que c'est comme si quelque chose vibrait ici. Qu'est-ce qui se passe? Les membres qui étaient à côté de lui ont dit, ah, laisse ça. Quelque chose vibre. Qu'est-ce qui vibre avant que nous, depuis, on ne comprend pas ce qui vibre. Il a négligé, s'est toujours assis. Et le soir rentrant, on lui a donné un gros paquet d'argent. Un gros paquet d'argent, un sac d'argent en fait. Et c'était pour son oncle. On lui a remis l'argent, que voilà l'argent de ton oncle. C'est ton oncle qui bouffait, voilà son argent et voilà, arrivé, tu le remets son argent. Donc du coup, il est rentré avec un gros paquet d'argent. Et arrivé à la réunion, curieusement, à la réunion, autour passé, aux réunions passées, il ne mangeait pas. Il ne mangeait vraiment pas. Ou bien parfois, quand on partageait parfois la nourriture avec celui, ça finissait toujours. Ou bien on le sautait parfois. Mais ce jour-là, il a mangé, il a bu à la réunion. Il a mangé, il a bu. Et bien. Quand il a mangé, il a bu, il s'est levé, donc il a pris le sac. Quand il a pris le sac, il est sorti, il est parti. Arrivant en route, il a fait l'accident. Quand il a fait l'accident, il n'est pas mort. Rien ne lui est arrivé. Rien. En fait, c'est sa moto, parce que puisqu'il avait une moto, c'est sa moto qui s'est complètement broyée. Rien n'est arrivé à l'agent, rien, absolument rien. Ah, il est rentré donc. Quand il est rentré, il a raconté ce qui s'est passé à son oncle. Son oncle a dit, ah, en tout cas, c'est Dieu qui t'a sauvé, des trucs comme ça. Quand il a remis l'argent à son oncle, il est parti se coucher. Quand il est parti se coucher, il a fait un rêve. Il a fait un rêve dans lequel il était en train de traverser un vaste cours d'eau en fait. Il était en train de traverser un grand cours d'eau. Il était en train de nager. Il nageait, ça ne finissait pas. Et comme chez nous les Bamileke, on dit toujours, quand tu fais un rêve dans lequel tu es en train de nager ou bien dans lequel tu es en train de traverser un cours d'eau, c'est pas bon signe. Donc du coup, le matin, il s'est levé le matin avec de violents maux de tête, de graves maux de tête du jour. Il a donc décidé d'appeler sa mère pour lui raconter le rêve. Quand il raconte le rêve à sa mère dit que bon, en fait, sa mère a banalisé la chose. Sa mère dit que en fait, il faut juste beaucoup prier, ça va passer. Peut-être c'est quelqu'un qui essaie peut-être de t'avoir, mais il faut beaucoup prier, ça me pense que ça va passer. Il a fait une semaine de maladie couchée. C'est-à-dire, il ne s'est pas levé, de maladie couchée. Il avait des mots, il pleurait et il criait les mots de tête. Mots de tête sur mots de tête. Quand il criait les mots de tête, son oncle était là, son oncle ne le gérait même pas. Son oncle ne se dérangeait même pas. C'est quand ses amis de la fac viennent pour le rendre visite, qui voient dans quelle situation est-ce que, dans laquelle il se trouve, qu'il décide d'appeler les parents de Patrick. Quand il appelle les parents de Patrick, il explique la situation. Ses parents décident de venir le chercher. Quand ils viennent le chercher, Patrick était paralysé en fait. Il ne parlait plus, il ne répondait plus, il était paralysé. Arrivé au village, ils sont allés voir un guérisseur. Le guérisseur a dit, hélas, il ne peut plus rien. Que c'est arrivé au niveau où il ne peut plus rien.
que normal, dans les normes, il ne devrait pas manger à la réunion, puisque quand il arrive au village, il a raconté effectivement ce qui s'est passé. Puisque quand le guérisseur a vu partir, il a dit que ça c'est un cadavre ambulant, que là il n'attend que son jour pour mourir. Donc il ne pouvait plus rien faire et il a demandé à Patrick de raconter ce qui s'est passé. C'est là où maintenant Patrick commence à raconter ce qui s'est passé. Il raconte tout et le guérisseur lui dit qu'en fait tu ne devrais pas manger à la réunion et tu ne devrais pas non plus prendre l'argent. L'argent qu'on a remis à ton oncle, c'était ta tête qu'on avait vendue comme ça. Et la nourriture que tu as mangée, c'était juste la phase finale bref, du plan, quoi. Donc, là, non, tu ne devrais pas manger et tu ne devrais pas non plus prendre cet argent. Du moment où tu as commencé à avoir des violents maux de tête, ça devrait quand même te dire quelque chose. Et le fait que tu as arrivé, tu as vu que tu traversais l'eau, ça en fait, ça signifie en fait que tu quittais de ce monde-ci là pour le monde en fait. Donc toi, tu n'es même plus de ce monde. Toi, là où tu es là, vraiment, tu es un cadavre ambulant. Là où tu es là, vraiment, ton esprit n'est plus là. C'est là où, comme il est arrivé, là, comme il a raconté l'histoire, le lendemain matin, il a appelé ma soeur, bon bref, il a appelé ma soeur et sa fille, à voir sa fille et sa femme, quoi. Quand elle les a vus, même parler, ne parvenait même plus à parler, il ne parvenait même plus à dire un mot. Il a donc dit à sa fille, il causait avec sa fille, racontait, on peut passer du temps avec sa fille. Quand il a fini de causer avec sa fille, ça n'a pas fait 1 heure de temps, il a commencé à vomir du sang. Quand il vomissait maintenant du sang, quelques minutes après, il a rendu l'âme. Quand il rend l'âme, en fait, ça ne s'arrête pas là. Quand il rend l'âme, quand on l'enterre, on appelle son oncle en fait de venir témoigner au niveau au deuil. Parce que puisque chez nous, il y a ce qu'on appelle le témoignage. Quand l'oncle vient au deuil, on demande de témoigner, il refuse de témoigner. Il ne veut pas témoigner, il a refusé de témoigner. Puisqu'il a refusé de témoigner, ça a attiré l'attention des gens. Les gens ont commencé à dire que, mais il vivait chez toi, quelle que soit la maladie qu'il a eue, ça a commencé chez toi. Normalement, tu devais être apte à raconter et à expliquer ce qui s'est passé effectivement de chez toi jusqu'au village. Il a dit qu'il n'a rien à dire, il n'a rien à témoigner et tout le reste. Et tu sais, chez nous, la Bamileke, il y a ce qu'on appelle souvent, on dit souvent gâter le corps. La famille, alors, étant fâchée, étant tellement fâchée, a décidé de gâter le corps. Ils ont gâté, comme on dit souvent, le corps. Son oncle est rentré. Son oncle n'a pas fait 2 mois. Il n'a pas fait 2 mois. Il a appelé au téléphone pour demander à parler à la famille de Patrick. Quand il a appelé, il a raconté ce qui s'est passé. Quand il a raconté ce qui s'est passé, quelques jours après, il est décédé. Donc, voilà un peu l'histoire. Et même quand il est décédé, je précise bien, même quand Patrick est décédé, sa fille n'était pas en paix. Parce qu'apparemment, on avait vendu Patrick et sa fille. Donc, sa fille avait tellement de problèmes. Elle dormait, elle chuchotait, elle criait dans les rêves, elle pleurait. Donc, quand elle se levait, bon, elle chuchotait en fait. L'enfant ne dormait plus bien. L'enfant disait qu'elle voyait les choses. L'enfant criait qu'elle voyait les choses. Quand elle te dit que je suis en train de voir quelqu'un devant moi, mais tu regardes, tu ne vois personne. Tu vois un peu. Donc, du coup, c'est là où ma maman s'est levée. Elle allait voir un guérisseur. Le guérisseur a décidé à dire à ma maman que, en fait, c'est la même personne qui a tué son père qui est en train de vouloir finir avec elle. Donc, maman a fait certains rituels, certains trucs et jusqu'à présent, tout va bien, en fait, tout va bien. C'est juste pour sensibiliser certaines personnes, les gens qui entrent dans les réunions, les gens qui décident d'aider les gens. Par exemple, on t'envoie, va donner mon argent de cotisation, tu pars naïvement, on te dit, il faut t'asseoir, assois-toi, c'est pas toi comment dire, assois-toi, tu manges d'abord bien, prends d'abord la bière si tu bois. Il faut éviter. Il faut vraiment éviter.
Et il faut savoir dans quelle réunion entrer. De nos jours, on entre plus dans n'importe quelle réunion et n'importe comment. Le dehors est vraiment mauvais. Donc, c'était un peu ma part d'histoire pour sensibiliser les gens. Je suis sûre de moi que si Patrick n'avait pas eu confiance à son oncle et était un peu éveillé spirituellement, il devait comprendre ce qui se passait. Mais hélas, il n'a pas eu cette chance-là. Donc, Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, je reviens encore avec une autre histoire. Donc, il s'agit d'une de mes tantes, on va dire ça comme ça, une dame que j'affectionne beaucoup, qui nous racontait en tout cas une histoire qu'elle a vécue. Donc, elle cherchait une fille de ménage. Donc, elle a fini par avoir une fille de ménage qui était très douce, très calme avec les enfants, qui aimait beaucoup, beaucoup les enfants. Et il se trouve qu'un jour, où la jeune fille a changé. Elle était devenue nerveuse. Elle frappait les enfants, c'est-à-dire que pour rien comme ça, elle est énervée. Quand les enfants s'approchent à côté, c'est comme si elle ne supportait plus les enfants. Elle ne supportait plus les enfants. À la limite, même quand elle est là, elle ne veut pas qu'un enfant lui adresse la parole. Sinon, en tout cas, elle le frappe, elle le brutalise et tout ça. Et c'est comme ça, la dame très croyante et tout, commence à faire des moments de jeûne, commence à comprendre au fait ce qui se passe exactement dans sa maison. Donc, quand elle finit son moment de jeûne, elle vient maintenant voir la jeune fille pour lui demander qu'est-ce qu'il y a exactement, chose qu'elle faisait avant son jeûne. Donc, la jeune fille lui disait rien. Mais après son jeûne, elle a fait asseoir la jeune fille, elle lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas exactement. Donc, la jeune fille qui lui dit maintenant qu'elle ne sait pas trop. Mais il se trouve qu'un jour, elle regardait une chaîne, là, Nollywood, loin de dénigrer Nollywood. Hein. Elle regardait Nollywood et il y a quelque chose qui est quitté dans la télévision pour rentrer en elle, au fait. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle est tout le temps nerveuse, que tout l'énerve et tout ça. Et elle avoue même à ma marraine, puisque je l'appelais marraine, elle avoue à ma marraine que quand elle voit les enfants là, elle a envie de les tuer. Elle a envie de prendre un couteau en tout cas et puis de les tuer au fait. Donc la dame se dit, mais attends, c'est tellement grave au fait. Comment pour un film où tu regardais quoi? Donc elle lui a expliqué la scène, c'était un truc un peu de sorcellerie façon qu'elle regardait à la télévision. Et après, la chose s'est saisie d'elle au fait. Et là, elle ne répondait plus, elle n'était plus elle-même au fait. Donc la dame a fait les jours de jeûne, a fait des prières, jusqu'à ce que ça aille un peu chez la fille. Et quand c'est parti, quand ça a commencé à baisser un peu net, elle a libéré la fille. Donc c'est comme ça qu'elle me disait, ma fille, faisons attention aussi aux films qu'on permet à nos enfants ou même à ceux qui sont à la maison de regarder. Parce que l'esprit qui est dans ce qu'on regarde là, on ne sait pas. Quel est l'enjeu même au fait de ce qu'on nous fait regarder à la télévision ou du moins des programmes qu'on diffuse à la télévision, on ne sait pas. Donc là encore, c'est pour exhorter tout un chacun à véritablement prier. Il y a des choses qu'on ne sait pas où ça quitte. Peut-être que c'est de là-bas que ça quitte, on ne sait pas trop. Et là encore, elle a appuyé avec une autre histoire d'un jeune que moi-même je connaissais, où il était pratiquement devenu fou. Et quand d'explication en explication, il s'est trouvé que c'est le dessin animé Naruto là qui lui a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un esprit pareil pour la jeune fille. Il y a un esprit qui quittait dans la télévision, qui faisait ça. Donc le jeune, il grimpait partout. Loin des dessins animés Tarzan qu'on a regardé, non, c'est pas ça. Le jeune grimpait absolument sur tout. C'est-à-dire que quand le portail est fermé, par exemple, il était possédé au fait.
Il était possédé. Et quand bien même tu lui demandes son nom, il te dit le nom d'un truc de dessin animé là-bas, d'un truc de Naruto là-bas. Il te dit son nom. Et il paraît que le jeune pouvait quitter. Vous voyez un peu les clôtures là. Le jeune pouvait sauter de la clôture. Elle atteste au fait. Moi, effectivement, je connais le jeune, mais arrivé un moment, je ne le voyais plus. Donc, c'est là qu'elle a dit que voilà, donc ils étaient même partis prier là-bas et tout ça. Donc, de faire véritablement attention à ce que les enfants regardent. Le jeune sautait comme un petit chat. D'un endroit, il faisait des bons pas possibles qu'un être humain normal ne peut pas faire. Donc, vraiment, exhortons nos enfants, vraiment, nous-mêmes regardons les programmes qu'on leur laisse regarder là pour essayer de voir est-ce que c'est bon pour eux. Parce que maintenant, le diable se sert de absolument tout. Et on ne te remerciera jamais assez pour cette chaîne-là que tu as créée, qui permet en tout cas de voir le monde d'un autre œil. Vraiment. Faisons attention à tout ce qui nous entoure. Merci encore de m'avoir écouté. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Je tiens à remercier tous ceux qui participent dans les commentaires là. Je vois les Alima, je vois les Rachel B, je vois Fang, je vous vois tous. Hein. Merci pour ce que vous faites. Donc on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, je me présente Servet, jeune Gabonais qui vit à Libreville. Bon, ça fait près de 3 mois que j'ai commencé à travailler et on m'a affecté à OIM. Arrivé à OIM, je fais la connaissance d'une jeune fille. En tant que jeune travailleur, je ne devais pas aussi rester comme ça parce que nous, un peu, on bouge un peu. Donc, je voulais un peu recadrer ma vie. J'ai eu le travail, je cherchais maintenant une femme pour recadrer ma vie. J'ai trouvé une fille à peine 2 semaines arrivée. Je me suis présenté à sa mère sans pourtant savoir que c'était une famille qui vivait dans la sorcellerie. Donc, premier mois, je vis avec... premier mois, on vit ensemble, bien, ça se passe bien. Quelques semaines plus tard, sa mère est venue s'installer. C'est où les problèmes ont commencé. Je t'ai dit DMG, les problèmes ont commencé. On se discutait beaucoup. Sa mère part de temps en temps, elle revient. Jusqu'à ce que mes patrons ont appris ça. Ils m'ont dit non, c'est une famille de sorciers, papa, ça faut pas faire ça, sinon. Et souvent, quand je faisais les rapports avec elle, dès que je me sentais trop fatigué. Après le truc, je me sentais trop fatigué. Bon, on a commencé 1 mois. On a vu que c'était bien 2 mois. Ma vie ne marchait plus. J'ai l'argent, mais je ne sais pas quoi faire avec. J'ai l'argent, je ne sais pas quoi faire après. Je ne connais pas encore où ça part. Sa mère était là. De temps en temps, sa mère me dit, oh, l'argent, on te paye quand? On dit que elle avait déjà travaillé sa fille pour attraper un homme qui devait les nourrir dans la sorcellerie. Donc sa fille a été travaillée. Donc j'ai vu ça comme ça. Là, je suis parti voir un pasteur. Le pasteur m'a dit que cette fille-là, elle a l'esprit du serpent. Elle ne peut pas rester avec les hommes. Et c'est plusieurs hommes qui sont passés, ne sont pas restés avec elle. Elle a eu son premier enfant, qui est mort aussi de manière étrange, mystique. C'est là où un peu mes patrons m'ont aidé à combattre ça. Donc, elle ne peut pas garder un homme. Le pasteur m'avait prévenu ça, mais je me suis entêté. On a l'argent, on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien avec. L'argent seulement, ça part comme ça là seulement. C'est où je suis, comme mes patrons ont vu que j'étais un peu dans l'embrouillamie, c'est eux qui m'ont fait revenir à Libreville. Ils m'ont pas expliqué que c'est une famille qui n'est pas bien, qui sont trop dans la sorcellerie. Elle envoie elle envoie sa fille pour que sa fille puisse attraper les hommes, pour attraper les hommes, pour qu'elle puisse nourrir sa mère. Tous les garçons qui étaient avec elle sont morts. Et puis moi aussi, quand j'analyse un peu, les premiers jours avec sa mère, quand elle m'a vu la première fois, sa fille m'a dit que ma mère a dit que toi tu as un esprit bien, tu es pur, tu es simple. Donc c'est maintenant, après là, que je me rends compte que, donc, il voulait jouer avec mon esprit, quoi. Mon histoire, quoi.
Parce que je viens ici un deuxième pasteur qui m'a dit, toi, tu es une étoile forte. Maintenant, eux, ils veulent seulement jouer avec ça pour que tu puisses les financer. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Que nous, les jeunes qui voulons aller trop vite, là, trop vite, que quand on arrive dans un coin, quoi, faut mieux d'abord observer la mentalité de toutes les filles, tout un chacun, au lieu de s'y précipiter. Donc, c'était un peu ça mon expérience. Bon, abonnez-vous, partagez la vidéo. J'aime très bien votre émission. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Merci pour vos likes. Merci beaucoup pour la force. C'est encore moi, DMG. Je reviens encore avec une autre histoire que j'ai vécue. Donc, en 2013, mon conjoint et moi, on décide d'informer la famille du fait qu'on va se marier. Voilà. Donc, on était chez lui en famille, on disait qu'on allait se marier, mais on ne voulait pas faire un mariage grandiose. On voulait juste faire le nécessaire pour que, voilà, pour ne pas trop dépenser et tout ça. Donc, on informe sa famille, tout le monde est content et tout ça. Et sa maman était là. Donc, sa maman disait, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Comme moi, j'aime beaucoup voyager. Elle avait un pagne là qu'elle nous a offert. Elle dit, ah bon, voilà mon cadeau de mariage. On n'avait encore rien fait. Elle nous a donné le cadeau. Et ce pagne-là, je l'avais dans mes affaires, mais je ne l'avais jamais porté. Et au moment où on décide de se marier, il y a eu des trucs qui ont fait qu'on n'a pas pu se marier à la date indiquée. Après ça encore, on décide de fixer une autre date. On informe les gens et tout ça. À la suite de ça, mon mari fait un accident. Il fait un accident avec des bœufs. Il est rentré dans un troupeau de bœufs. Voilà. Il revenait de voyage et les phares de sa moto ne s'allumaient plus au bon milieu de la route. Donc voilà, un peu plus loin, il a fait l'accident et tout ça. Donc on est parti comme ça, d'année en année comme ça, jusqu'à ce qu'on décide après de mettre tout dans la prière. J'ai commencé moi-même à m'investir pleinement dans la prière, à prier. Et c'est comme ça qu'on décide de remettre encore une autre date. Mais cette fois-ci, on essaie de faire profil bas. Mais forcément, quand on va informer 2-3 personnes. Donc, les gens sont partis, ils ont parlé encore. Non, tu ne peux pas te marier, ce n'est pas le moment de te marier présentement. On a eu encore des histoires sur ce mariage-là jusqu'à la veille. On a tout fait, tout était calé, il était d'accord, tout était calé. Et la veille du mariage, il vient me dire comme ça que on va annuler le mariage. Je dis, mais on ne peut pas annuler, on a déjà informé nos témoins, on a déjà donné la date à la mairie, on a déjà tout fait. Les habits sont déjà prêts, on ne peut pas. Il dit si, parce que lui, il a d'autres choses à faire, donc il ne veut pas se marier. Et ce jour-là, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis rentrée dans la chambre. Je lui ai dit, ok. Parce que j'ai eu vraiment ma marraine, où je t'ai expliqué son histoire tout à l'heure. Elle m'a beaucoup soutenue spirituellement, même physiquement, on va dire, me donnait assez de conseils. Donc, de cette femme-là qui était beaucoup coléreuse, si on veut, j'étais devenue calme. Et quand il a dit, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est toi l'homme, si tu décides qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Et cette nuit-là, j'ai pleuré, j'ai prié en pleurant. Je dis, Seigneur, c'est pas ce que toi et moi, c'est pas notre accord, c'est pas ce sur quoi toi et moi on s'est entendu. Tu peux pas me faire ça. C'est pas possible du tout. Je crois qu'on était à 2 jours, oui, à 2 jours du mariage. Donc il est venu me dire ça. Donc le lendemain, ma marraine était de passage.
Et puis elle est venue tout. Elle dit, ah, mais il y a quoi? On dirait que tu n'as pas bien dormi hein, cette nuit. J'ai dit, ah oui, effectivement. Donc, il dit qu'il ne veut plus se marier. Elle dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ça, il veut plus se marier? Il dit, il veut plus se marier et tout ça. Elle dit, non, il faut laisser, on va gérer. Et elle appelle son témoin pour dire, ah, voilà, tout ça. Donc, ils sont revenus. Ils ont parlé avec lui, et on lui a fait comprendre et tout ça, on a prié. Et c'est comme ça que le lendemain, on a fait notre mariage. Donc, pour dire aux uns ou aux autres que le mariage, c'est un sacrement très, très important avec lequel le diable ne joue pas. Le diable est contre les unions, et surtout les unions bien faites. Tout ce qui va faire que vous allez vous relever, tout ce qui va faire que vous allez pouvoir sortir le nom de votre famille, que ce soit de l'un ou de l'autre, vous allez mélanger votre sang, faire votre union. Le diable n'aime pas quand c'est correct. Donc, pour dire que le mariage, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de simple. Quand vous avez votre union à fixer, fixez-le d'abord dans le secret avec Dieu. Et quand tout est déjà bien balisé, et puis maintenant, vous pourrez venir dire au grand jour que voilà, on va faire tel truc. Mais si vous le faites avant même d'avoir donné, on va dire, avant même d'avoir eu l'accord même de Dieu, quand vous allez faire, vous allez avoir beaucoup de blocages. Et souvent même d'autres laissent leur vie dedans. Donc, pour dire que tout ce qu'on vit sur cette terre-là n'est pas simple. Moi, j'ai tendance à dire que tout ce qui arrive physiquement est déjà spirituel. Donc, toute chose est spirituelle avant d'être physique. Ne nous amusons pas. On écoute les histoires de DMG, c'est pour les mettre en pratique. C'est pour qu'on puisse vraiment être des personnes à part, qu'on puisse avoir quelque chose en plus. Donc, écoutons bien les histoires et faisons attention parce que le dehors, comme on le dit, est mauvais. Le dehors est très, très, très risqué. Donc, voilà un peu mon histoire concernant mon mariage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je reviens avec une autre histoire, enfin, qui n'est pas la mienne. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. C'est ça, non? Ok. Écoutons. Bonsoir DMG et bonsoir à tous les abonnés de la DMG TV. Je suis une abonnée. Depuis que j'ai découvert, j'aime beaucoup la page parce que je suis adepte des histoires mystiques. J'aime beaucoup. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui se passe dans les années 2012-2013. J'étais nouvelle dans un lycée de la place au Gabon, Libreville. Et on a décidé avec des amis d'aller à la plage. Bon, on n'avait pas eu cours. On a dit, bon, au lieu de rentrer à la maison, on va aller à la plage. Voilà comment on s'est retrouvés à la plage du côté d'Ovando. On est parti là-bas avec des copines. On s'est bien amusé, on a acheté à manger, à boire, tout ça là, à l'insu des parents. On était vraiment, c'était un bon mood parce qu'on avait passé une bonne journée. Maintenant, là où je situe mon histoire, c'est au moment où je vais ramasser un objet qui va m'emmener des problèmes. Vraiment, je suis un enfant, j'ai été éduquée et par ma mère et on m'a toujours interdit, j'avais interdiction de ramener quelque chose qui ne m'appartient pas à la maison. Ma mère était très stricte sur ça, que ce soit un pompon, que ce soit, je sais pas, une barrette, un cahier, en tout cas, ce qui ne m'appartenait pas. Je n'avais pas le droit d'emmener ça à la maison. Oh, ma copine m'a offert ça, ma mère n'était pas là-dedans, elle ne voulait pas. Mais ce jour-là, j'ai ramassé une pierre à la plage. Et quand je ramasse la pierre, j'étais vraiment obnubilée
par la pierre en question parce qu'elle était rouge et naturellement, elle avait la forme d'un cœur. Donc, comment j'ai ramassé ça avec les coquillages, plein de trucs. Je me suis dit, je vais garder la pierre là pour moi. J'ai même balancé les autres coquillages, ça ne m'intéressait plus. Et quand j'ai pris la pierre en question, au moment de rentrer chez moi, j'ai ramassé un petit fer. J'ai pris le fer en question et j'ai gravé mon nom sur la pierre. Quand je grave mon nom sur la pierre, je montre à mes copines que voilà, à partir d'aujourd'hui, la pierre là m'appartient. C'est maintenant pour moi, je vais aller mettre ça chez moi. Mais sachant très bien que je ne peux pas arriver avec ça chez moi de manière à ce que ce soit visible. Donc j'ai pris, quand je suis arrivée à la maison, j'ai caché ça. J'ai caché à un endroit. Ma mère est rentrée le soir, c'était bien. Comme d'habitude, d'abord il faut prier avant de dormir, on prie avant de dormir. La première nuit, j'ai bien dormi. La deuxième nuit, je me suis réveillée, mais je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à faire un sommeil toute une nuit. Au bout de 2 jours seulement, quand je dors, il faut que je me réveille la nuit. Et lorsque je me réveille, j'entends que les chiens aboient dehors. Mais moi, je peux pas faire le lien que c'est par rapport à ça. Et au moment où je me lève, ça a duré peut-être une affaire d'1 semaine. Je n'arrivais pas à terminer un sommeil. Quand je me lève là, jusqu'au matin, je suis debout. Et ma mère avait remarqué, quand je me levais, au milieu de la nuit comme ça, comme elle a ses heures de prière, elle vient souvent, vous savez, les mamans, allez, on vient, on te met l'huile d'onction, on te verse l'eau bénite dans le sommeil là. Mais ma mère avait remarqué que je ne dormais plus. Au moment où elle se lève pour prier, moi je me lève aussi. Elle me dit, toi tu as quel problème? Tu as un souci? Je dis non, je n'ai rien, tout va bien, il n'y a rien. Elle me dit, tu es sûre? Elle me dit, ok d'accord, tu peux redormir. Les jours ont passé encore. C'était la même chose. Quand je dors comme ça, je me bats dans le sommeil. Je me bats dans le sommeil ou quand je me lève, je sens que les habits que j'ai, limite c'est mouillé parce que la façon dont je transpire dans le sommeil, ce n'était plus normal. Et je faisais des cauchemars. Parmi les cauchemars que je faisais, j'ai fait un rêve où on venait m'avertir. Je suis retournée à la même plage et j'étais avec les mêmes amis. Mais sauf que là, il y avait des gens de ma classe du lycée en question. Ils étaient aussi là-bas. Maintenant, le ciel s'est assombri. Quand le ciel s'est assombri, il y a comme une grande vague qui arrive. La vague là arrive et je ne fais que... Je disais aux autres que sortez, sortez. Parce que moi, j'avais déjà réussi à sortir. Je disais sortez. Mais eux, c'est comme si... Pour eux, il n'y avait rien, quoi. C'était pas dangereux. Les autres continuaient même la fête dans la maison là-bas. Vous ne voyez pas la vague là. Non, c'est normal. Elle arrive. J'ai dit, qui arrive? Au moment où je pose la question, je vois comme la vague là commence à tourbillonner sur elle-même comme un cylindre. Et il y a une femme qui apparaît dedans avec 2 hommes, vraiment 2 hommes très, 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 très musclés. Et ils avaient dans des espèces de... Comment on dit? Des cannes. Ils avaient ça à la main. Et la dame s'est directement adressée à moi. Elle s'est adressée à moi et elle me disait que je devais partir avec elle. J'ai dit non, je veux partir avec vous comment? Je ne vous connais pas, je ne sais même pas d'où vous sortez. Elle m'a dit tu dois partir avec moi parce que toi et moi, on est en commun. Je ne comprenais pas, j'ai dit mais comment ça je vais avoir quelque chose en commun avec vous? Je ne vous ai jamais vu, c'est la première fois que je vous ai vu. Après, elle a commencé à perdre patience et s'énerver avec moi. Et elle a tendu la main. Quand elle a tendu la main, elle a refermé la main et une de mes copines est venue vers elle. Elle m'a dit que si je ne partais pas avec elle, elle ne devait pas vivre. Si je ne partais pas avec elle dans les jours qui suivaient, la fille en question devait mourir. Ensuite, je lui ai dit, mais non, elle ne peut pas mourir. Ses parents ne savaient pas qu'elle était à la plage avec moi. Comment elle va mourir? S'il vous plaît, je vous en prie.
ne la tuez pas. Je ne sais pas ce que j'ai de vous. Elle a dit, tu es sûre que tu ne sais pas. Toi et moi, on a fait un pacte, non? J'ai dit, comment c'est un pacte? Mais je ne vous connais pas. Elle dit, non, tu as quelque chose qui m'appartient, que tu as pris ici et que tu as emmené chez toi. J'ai dit, ah. Elle m'a dit, si tu as déjà ça, ça veut dire que toi et moi, on est en commun et que tu dois partir avec moi. Si dans les jours qui suivent, en fait, tu ne me suis pas, je prendrai ta copine. Le jour là, je me suis levée, c'était un samedi. Je me suis levée en pleurant. Je pleurais. Et ma mère n'était pas encore sortie parce que sa routine, c'était samedi, elle part au marché. Et elle n'était pas encore partie. Elle me dit, toi, lève-toi. Je sais qu'il y a quelque chose. En fait, je n'ai même pas compris. Elle dit, je sais qu'il y a quelque chose que tu as fait. Mon esprit n'est pas en paix. Tu as fait quelque chose, tu as mené quelque chose dans la maison là, qui fait en sorte que je n'ai plus la paix. Quand je prie, l'esprit me ramène toujours vers toi. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a appelé ma petite soeur. Tu as emmené quelque chose ici qui n'est pas... La petite soeur a dit non. Elle a appelé l'autre. Elle a dit que quelqu'un t'a donné quelque chose. On t'a donné quelque chose en route. L'enfant a dit non. Moi, à mon tour aussi, j'ai voulu encore mentir. Elle me dit, mais arrête. Dis la vérité. Quand j'ai dit que après je voulais encore mentir, elle m'a dit, écoute, sinon tu vas rester avec ton problème. C'est là où j'ai avoué. Je suis partie chercher la pierre en question. J'ai emmené. J'ai remis la pierre à ma mère. Mais elle était tellement en colère parce que ce sont des choses qu'elle passe le temps à nous répéter que elle m'a mis un coup sur l'effet de la colère. Et après, elle s'est levée. Elle est partie. Elle a dit, elle revient. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle allait prier. Elle est rentrée dans sa chambre, elle allait prier. Pendant qu'elle priait, elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens. Et je lui ai raconté comment ça s'est passé. J'ai raconté. Après, elle m'a parlé, elle m'a dit que, vous savez, quand moi je vous dis que n'emmenez pas les choses étrangères dans la maison, que ce soit les bijoux, que ce soit même les friandises, n'emmenez pas. Tu vas à l'école, tu reviens. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Pas parce que tu vas voir ta copine avec quelque chose, tu ne sais pas ce que la chose peut porter. Et encore moins ramasser les choses. Elle a parlé un peu avec moi. Ensuite, en après-midi, on m'a emmené voir l'homme de Dieu. Nous sommes allés, mais il n'était pas dispo. Donc, on a dû revenir à la maison. Le même soir, j'ai encore refait un autre rêve. Et sur le rêve-là, j'étais en train de marcher sur une longue, vraiment la nationale, de chez nous ici. Je marchais. Et quand je marchais, j'étais pieds nus. Et je cherchais qui m'a emmené ici. Ensuite, j'ai vu un poste de police. Et quand je suis allée au poste de police, j'ai frappé, personne n'a répondu. Lorsque j'ai ouvert la porte, il y avait une autre porte, l'autre côté qui était ouverte. Et il y avait comme une terrasse. Et derrière, il y avait de l'eau, une grande étendue d'eau. Et j'ai trouvé un homme avec une femme dans l'eau là. J'ai voulu retourner parce que je me suis dit que bon, c'est un couple. Et ils m'ont dit non, tu es au bon endroit, nous sommes venus te chercher. Allons. J'ai dit comment ça, on va aller où? Ils m'ont dit allons parce que c'est le moment que tu viennes déjà avec nous. Elle t'attend. J'ai dit mais qui m'attend? Elle m'a dit elle t'attend. Tu sais que tu as quelque chose qui nous appartient. Donc il faut que tu puisses venir avec nous. Suis-nous. Je ne sais même pas d'où la voiture. Au moment où je voulais descendre, une voiture est sortie. Et c'est comme une voisine, mais une voisine vraiment des années d'une maison qu'on habitait avant. Elle est descendue. Et elle est venue. Elle m'a giflé. Je ne comprenais pas. J'ai dit, oh tantine, elle m'a giflé bien. Ça c'est quoi? Toi, on ne vous parle pas tous les jours. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je ne comprends pas. Maintenant, j'ai entendu dire que, oh tantine, c'est comment tu me gifles comme ça? Elle m'a dit, alors, monte dans la voiture. Ces enfants étaient à l'intérieur. Et nous sommes montés. Ils ont disparu dans l'eau. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Elle a dit, monte dans la voiture. On a conduit. Je me suis réveillée. Mais ça devenait vraiment ce qu'on appelle l'oppression. Parce que partout où j'étais, où il y avait de l'eau, j'avais peur. Parce que à cause du rêve là, je pensais que, je ne sais pas, même par un seau d'eau, on pouvait me tirer maintenant.
Du coup, je vivais vraiment dans la peur. Là, le soir arrivé, ma mère avait pris un rendez-vous avec l'homme de Dieu. Donc, on m'emmenait à l'église. On m'emmenait à l'église. Quand nous sommes arrivés, nous sommes passés, je pense, en dernière position. Et l'homme de Dieu a eu à dire des choses. Et il m'a demandé d'apporter la pierre en question. On a pris la pierre. Il a pris un couteau. Et je pense qu'il a pris de l'eau bénite ou de l'huile bénite. Il a effacé mon nom. Et on a prié pour briser, pour mettre la séparation entre l'esprit et moi. Parce que c'est comme si quand j'ai gravé mon nom, j'étais allée m'inscrire en fait dans un registre que je devais maintenant aller vivre avec la femme de l'eau en question. On a effacé mon nom et pendant la prière, pendant qu'on priait, je suis tombée. Je suis tombée et je me suis évanouie. J'entendais comment il priait, mais j'étais vraiment loin. Et j'ai vu la dame en question revenir. Elle est revenue vers moi et là, elle a commencé à me parler. Il y avait comme une grande glace dans un couloir. Un couloir où il y avait de l'eau autour et il y avait le miroir. Elle était en face de moi et elle était en train de m'inciter à venir. Elle me disait non, tu ne peux pas partir comme ça, j'ai vu ton potentiel. Ce n'est pas un hasard si tu as trouvé la pierre là. La pierre là, c'est pour les personnes merveilleuses. Tu dois venir avec moi. Tu auras tout ce que tu veux. Elle a commencé à me flatter, me montrer de belles choses, vraiment des choses que les adolescentes de mon âge pouvaient vouloir. Me montrer des chaussures, me montrer des habits, me montrer des choses. Mais je refusais, je pleurais, je disais que non. J'ai désobéi à ma mère. Et je ne peux pas partir avec vous, je ne vous connais pas. Après, un moment, elle s'est fâchée. Elle a balancé de l'eau vers moi. Elle a commencé à m'insulter. Hein, espèce d'idiote. Tu ne comprends pas. Donc la pauvreté dans laquelle vous vivez ne te fatigue pas. Je pleurais, moi, tout ce que je trouvais à faire, c'était pleurer. Après, quand je pleurais, elle est revenue encore à de meilleurs sentiments. Désolée, j'ai été interrompue. Donc je disais que je passais mon temps à pleurer pendant qu'elle criait sur moi. Et ensuite, elle a recommencé à me prendre par les sentiments, à me flatter, me montrer des choses. Elle me montrait même des scènes où ma mère me grondait, où ma mère m'interdisait des choses, ou des moments où je voulais quelque chose et ma mère ne me donnait pas. Elle me disait que si je partais avec elle, j'aurais tout ça. Je devais avoir tout, alors que ma mère ne peut pas m'offrir toutes ces choses-là. Et j'étais en train de pleurer. Je pleurais seulement. Je veux retourner chez ma mère. Après un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a tiré par la main derrière. Et j'ai vu ma mère. Elle était derrière moi en train de pleurer. Et elle me disait, viens avec moi. Parce que, en fait, tu ne seras pas bien là-bas. Elle veut seulement juste te flatter. Arriver là-bas, ta vie sera misérable, tu ne seras pas heureuse. Et je me suis retournée pour regarder la dame. Vraiment, c'est comme si elle en avait marre de nous. Elle a commencé à dire, mais allez-y, bon, dégagez. Elle a poussé. Elle dit, tu vas voir, tu vas partir, tu vas crever dans ta misère. C'est là où le miroir s'est cassé. Et je me suis réveillée à l'église. Et l'homme de Dieu a commencé à dire que le travail, la séparation avait été effectué. Et quand on est rentré à la maison, je dormais mieux. J'avais retrouvé ma paix d'avant. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour inciter, c'est pour encourager vraiment les parents qui font ce genre de choses. Que chez eux, les enfants ne doivent pas emmener des choses étrangères. Je connais beaucoup d'histoires comme ça à cause de ramasser les bijoux, des enfants qui ont été envoûtés. Moi, ma mère m'interdisait ça. Vraiment, soyez vigilants par rapport à vos enfants. Tout ce que l'enfant emmène dans la maison, vous devez savoir. Parce qu'on ne sait pas la chose étrangère qui peut arriver et ça va bouleverser en fait toute votre maison, quoi. C'était ça mon histoire. Vraiment que les parents soient vigilants, ne pas être tolérants, surtout
un enfant qui amène une gamme à la maison, un enfant qui a une nouvelle chaînette, un enfant qui a une nouvelle chaussure. En fait, ça n'interpelle pas les parents. C'est pas bon parce que c'est mettre aussi l'enfant et c'est se mettre soi-même en danger. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 9e histoire. Bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager mon histoire avec mes sœurs beaucoup de filles qui aiment vraiment la facilité. Je ne sais pas comment dire au fait. Moi, je suis une fille. Je travaille dans un bar. C'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est l'histoire de moi-même. Je travaille dans un bar. Et il y a un monsieur, il a l'habitude de venir. Et quand il vient, il s'assoit toujours seul. Il boit rien sauf l'eau, un bidon d'eau. Il prend un bidon d'eau, tous les jours il prend un bidon d'eau. Donc il y a un jour, je suis allée lui servir. Il m'a dit, j'ai ramené la monnaie. Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, quelqu'un qui va venir payer l'eau, 700, et qui te donne 10 000, et tu dis la monnaie c'est bien. J'ai dit, en tout cas, j'ai tout ça déjà pour aujourd'hui. Donc, le lendemain, le monsieur en question est revenu. Et avant qu'il partait, il a demandé mon nom. Comment tu t'appelais? Je lui ai dit mon nom. Ok. Le lendemain, quand il est venu, il a dit que appelez cette fille-là pour moi. Donc, quand mes collègues m'ont appelé, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, faut t'asseoir. Je me suis assise, il dit, va te servir. Je suis partie me servir, je suis revenue m'asseoir. Et il est pris l'eau, comme l'habitude, il est pris l'eau tranquillement, il est assis, il ne boit même pas son eau. Moi, il dit, pourquoi tu ne bois pas ton eau? Ok, comme lui, il ne boit pas, mais il aime l'ambiance, c'est pour cela. Lui, il a l'habitude de sortir comme ça, voilà. Il dit, ok, quand on ne peut pas s'asseoir et boire l'eau comme ça. Il dit, ok, oui, ça, c'est vrai. Donc, j'ai bu 1, 2, 3, 4. Et le monsieur est toujours assis. Son eau, il ne touche pas. Il ne touche pas. Donc, moi, j'ai bu, j'ai travaillé, je venais m'asseoir, je jonglais. Quand il est parti, il m'a remis 20 000 francs. Il dit, j'espère qu'on se reverra. À très bientôt. Je lui ai dit, j'ai dit, vous partez à quelque part. Il me dit, oui, effectivement, je voyage. Et je ne sais pas quand je vais revenir. Bon, si je reviens, je vais te faire signe. Tu peux me donner ton numéro. J'ai dit, ok. Tu vas écrire avec papier, tu viens me remettre. Donc, ça, écrit le numéro, je suis venu donner ce monsieur. Il ne m'a jamais appelé. Jamais appelé. Et un jour, durant 2 semaines après, il est revenu. Il a dit, le papier que tu as écrit pour moi, je l'ai perdu sans savoir. Et vraiment, je suis désolée de t'as pas appelé. J'ai dit, non, ça va. On a causé. Il a pris un bidon d'eau encore. Je me suis assis, on a bu. J'ai bu. C'est moi, je consommais. Et il acceptait tout sauf de mes copines qui venaient là, qui passaient par là-bas. Il les servait comme rien. On dit, va te servir. Donc, c'est devenu son habitude. Quand il vient, mes copines viennent s'asseoir. On s'assoit, lui, une poire. Et s'il part, chaque jour, quand il part, il me remet 20 000 francs. Il me remet 20 000 francs. Et comme plan petit déjeuner. Ce qu'il me dit. Mais il ne m'a jamais dit, viens, on va sortir. Donc, environ 3 mois après, il m'a demandé, j'aimerais que tu passes connaître chez moi aujourd'hui. Tu es libre à quelle heure? Je dis, je suis libre la journée jusqu'à 19h. À 19h30, je ne travaille. Et je commence le travail à 19h30. Et il a dit, ok, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu passes demain, c'est samedi. J'ai dit, oui, tu passes demain à 14h. Et à 18h, je te repose. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il me dit,
je passe à 14h te chercher et viens ici. J'ai dit, bon, arrivé, il faut m'appeler. Il me dit, non, à 14h, tu me trouves devant la porte de votre maquis. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, à 14h, effectivement, je suis allée et il n'était pas. J'ai resté jusqu'à environ 30 minutes après. Il n'est pas venu. Bon, donc moi, je suis rentrée chez moi, me reposer, j'ai dormi. Et ce soir-là, il est venu. Ce soir-là, quand il est venu, il me dit, oh, excuse-moi vraiment, j'avais beaucoup de travail, j'ai eu l'imprévu comme ça, beaucoup d'excuses. J'ai dit, bon, ça passe, pas de problème. Il me dit, ok, aujourd'hui, je vais t'attendre à ta descente. Nous, on a l'habitude de descendre 3 heures, 4 heures comme ça. Donc, environ 3h30, notre manager nous a appelé de venir signer et chacun rentre chez elle. Quand moi, je suis allée, le monsieur, j'ai signé et puis je suis sortie. Il me dit, ah, tu as fini, aujourd'hui, tu vas connaître chez moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est un gentil monsieur, je dis, ah, ok. Bon, nous les filles aussi. Je suis montée, le monsieur roulait, il roulait. J'ai vu qu'il est en train de quitter hors le village, au fait, hors la ville. Je dis, mais on s'en va où? Il me dit, reste tranquille seulement, on va arriver bientôt chez moi. Donc, je me suis endormie dans le véhicule. Et quand je me suis réveillée, bon, je ne me suis pas réveillée. J'attendais les gens qui parlaient à côté. Je dis, c'est comment? Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que je suis couchée sur un tombe. Sur un tombe, perturbée, je me suis réveillée, je me suis mis à crier. Les gens, beaucoup de gens, ils sont regroupés et me regardaient seulement. Et depuis ce jour-là, j'ai tombé malade, gravement malade, que jusqu'à... C'est quelque chose qui s'est passé, ça vaut 3 ans. Que jusqu'à mes parents m'ont soigné traditionnellement, et par la grâce de Dieu, après, ça va. Mais jusqu'à ces jours, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais revu le monsieur en question. Donc, c'était mon histoire que j'aimerais partager avec vous et dire à les filles, à mes soeurs, à mes grandes soeurs, à mes petites soeurs, qui aiment vraiment quand un homme dépense vraiment sur toi. Et bon, évitez de ne pas connaître quelqu'un dans la journée, c'est la nuit, tu connais la personne et tu veux aller chez elle. Vraiment, c'était mon histoire que j'aimerais partager avec vous. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire et écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à tes nombreux spectateurs et auditeurs. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur cette plateforme. Au fait, moi, c'est Claude. Je suis là pour vous parler de mon histoire, pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. Comment le fait de vivre dans la maison familiale. Certains ne sont pas contents, certains peuvent brouiller vos étoiles et utiliser ça ailleurs. Je suis né dans une famille un peu compliquée. Du fait que j'ai perdu mes parents un peu très tôt. Quand je perds mes parents, je suis obligé de rester avec mes oncles et tantes dans la maison familiale. Et entre-temps, étant donné que personne ne pouvait plus me payer les études, je me suis donc lancé à l'âge de 16 ans dans le monde du football. Je commence à jouer au football. J'ai l'âge de 16 ans. Mais ayant beaucoup de talent, on me surclassait toujours à l'équipe première. Je partais, je m'entraînais, je partais à la réserve, je m'entraînais à l'équipe première, je repartais à la réserve, je m'entraînais à l'équipe première.
au fait du jour, l'équipe est même sortie vice-championne. L'équipe a failli sortir championne. Mais malheureusement, nous sommes sortis vice-champions du Cameroun. Donc je vais taire le nom de l'équipe. Maintenant, c'est comme ça que je me retrouve toujours dans la maison familiale, étant coincé. Je m'en vais à l'église un dimanche. En rentrant, je me dis, je veux me reposer pour juste 30 minutes avant de voir le match Cameroun-Tunisie qui comptait pour les barrages de la Coupe du Monde et qui devait passer généralement les matchs se jouaient encore à 15 heures. Le temps de me reposer, quand je me lève, DNG, c'est comme si on avait brûlé ma tête. Je me sentais déjà bizarre. C'est comme si j'étais dans un autre monde. C'est comme si je manipulais mon téléphone en route et qu'il y avait un danger devant moi. Donc c'est dans cet état que je me trouvais. C'est comme ça que je me calme. Je décide de quand même aller aux entraînements. J'explique au médecin. Le médecin me demande de me reposer, que ça doit être le surménage. Je me repose pendant une semaine, ça ne donne rien. On me prescrit des médicaments, ça ne donne rien. C'est comme ça que je décide d'aller voir ma tante du côté d'Odja. Quand je m'en vais voir ma tante du côté d'Odja, ma tante, à peine je descends de la voiture, elle me dit, oh, je vous ai déjà dit, quittez l'endroit là, l'endroit là n'est pas bon, vous allez tous mourir, vous croyez que moi je suis quitté pour rien, oh voici les terrains que moi je suis venu acheter ici là, non, quittez de là. C'est comme ça que j'arrive, je dis à ma tante que tu parles même de quoi, elle m'explique, elle me dit que non, je vous ai déjà dit, il y a trop de sorciers là-bas, on ne veut pas le bien, et oh, il y a certains qui appuient les autres, il y a certains qui utilisent les chances des autres, il faut quitter. C'est comme ça que ma tante, j'explique le poème à ma tante. Ma tante, elle faisait dans la catéchèse, donc elle marchait constamment avec les prêtres, les exorcistes, les prêtres en général. C'est comme ça que ma tante me donne un produit fait à base des plantes. Je commence à boire. Le troisième jour, elle m'appelle. Elle me verse les chrétiens peuvent connaître. Ceux qui sont chrétiens, on appelle ça le Saint-Michel-Archange. C'est un parfum. Saint-Michel-Archange. Quand on me verse ça aux narines, merde, DMG. Je te dis, ça a commencé à brouiller tout dans ma tête. Ça a commencé à faire mal. Elle a mis ça à 5 heures du matin. L'effet est allé, ça s'atténuer aux environs de 19 heures. Quand l'effet s'atténue, je retrouve ma conscience. Donc c'est comme si c'était en train d'enlever tout ce qui était de mauvais. Je retrouve ma conscience. Étant donné que l'équipe était qualifiée pour la Ligue des champions africaine, j'ai donc voulu me presser pour aller retrouver ma place et commencer les entraînements parce qu'il y avait un nouveau coach, ce n'était plus l'ancien coach. Il fallait que j'arrive le plus tôt possible avant que l'équipe ne parte en stage à Kono. C'est comme ça que j'arrive. Je n'ai même pas fait 2 heures de temps dans la maison familiale. Le même truc a recommencé. Quand le même truc recommence, parce que j'avais promis à ma tante que je ne repartais pas du côté de la maison familiale, parce que je ne veux pas citer le nom, c'est que beaucoup vont reconnaître. C'est comme ça que ma tante, je suis bloqué. Je ne peux pas retourner, je suis obligé de gérer mon retour moi seul. C'est comme ça que je reste tranquille. C'est comme si je recommençais à jouer au football. Je m'en vais au choc. Comme si je réapprenais à jouer au football. Jusqu'à ce que c'est passé. J'ai pu signer un contrat de 2 ans à la Colombe de Saint-Mélima. Étant à la Colombe, j'ai eu la même chose. Mais comme j'avais déjà quitté Emombo, je suis parti revoir ma tante. Ma tante m'a dit que il faut que
J'ai pris beaucoup, j'ai commencé à prier. Elle m'a fait les bains, elle a refait, elle m'a remis le Saint-Michel-Archange dans les narines. Ça, ça a atténué. Donc c'est reparti. Au fait, c'est reparti. Donc j'ai recommencé à bien jouer. C'est comme ça que en 2015, je quitte la colombe de 100 mm. Je m'en vais maintenant à Fauveau de Baram. À Fauveau de Baram, la même chose recommence. Et ça attendait toujours les matchs phares. Que c'est un match où peut-être qu'un manager peut venir ou bien on peut me découvrir, que ça commence. Bon, moi, je n'étais pas trop spirituel, sans te mentir. Je n'allais pas chez les marabouts ou bien chez les prêtres faire ceci, cela. C'était juste Jean Costard. Je faisais le maximum de bien m'entraîner parce que dans ma tête, c'était que si je m'entraîne bien, forcément, lors du match, je serais bien. Donc, j'essayais de m'abstenir, de bien m'entraîner, de m'abstenir, de faire certaines choses. C'est comme ça que je m'en vais. Étant à Fauveau de Baram, la même chose m'arrive. Je m'en vais encore chez ma tante. Elle gère. Maintenant, étant à Fauveau de Baram, je signe un contrat de 2 ans au canon de Yaoundé. Quand je reviens au canon de Yaoundé, je suis obligé de revenir dans la maison familiale DMG sans savoir que c'était la fin de ma carrière comme ça là. C'était la fin de ma carrière. J'ai fait une excellente saison, le genre que je savais que même le CHAN 2020, je vais jouer DMG. Donc, ce n'était plus la petite chose que je simplifiais, qu'on faisait, on mettait le Saint-Michel-Archange dans les narines et ça allait là. C'est devenu pire, c'est devenu le déséquilibre cérébral. J'ai dit ça, c'est comme si je devenais fou. Je n'arrivais plus à arrêter la cuillère, je n'arrivais plus à faire cuire un œuf. Donc c'est comme si je perdais déjà la tête. J'étais déjà sale comme un porc, tout. C'est comme ça que même je suis même allé revoir ma tante. Ma tante m'a dit que le niveau où je suis déjà là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Donc ce que je vais dire aux autres, c'est que moi voici maintenant, je me suis ressaisi. Malgré tout ça, je me suis ressaisi. Maintenant, je fais dans la cordonnerie clé minute où je m'épanouis. J'ai un petit truc de quoi vivre, de quoi payer ma petite maison. Mais pour dire aux autres que la maison familiale n'est vraiment pas quelque chose de bien quand on veut progresser. Surtout quand tu as une étoile, il faut vivre caché. Parce que les autres vont vouloir t'empêcher de vivre. Et je pense que c'est ma négligence aussi qui m'a aussi beaucoup dérangé. Et le fait de ne pas avoir eu mon père et ma mère à mes côtés. C'est pour ça que ces gens m'ont atteint. Je savais que j'allais faire une très bonne carrière. Mais malheureusement, je me retrouve en train de faire la cordonnerie. Donc c'est un peu ça mon message que je voulais partager. Ok, bonne soirée. Voilà, c'était la dernière histoire. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. Comme j'ai dit au départ, là, s'il vous plaît, après le live chat, allez sur la vidéo normale, les commentaires. Laissez un commentaire là-bas. Pas seulement dans le live chat, parce que là-bas, après, ça n'affiche pas sur la vidéo normalement. C'est pour ça que vous allez voir, on est nombreux dans le live chat là encore de commenter beaucoup, plus de 2000 commentaires. Mais après, on ne verra qu'un truc comme 100 commentaires parce que après le live chat, il y a la vidéo qui va rester sur la page. Il faut aussi laisser un commentaire là-bas. Donc, merci. À demain, 12h pour une nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Faites comme d'habitude. J'ai confiance. On est ensemble.